Bonjour à tous et bienvenue pour ce épisode numéro 283 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Aujourd'hui au programme, ce sont les Clippers, bilan 2024 de la saison des LA Clippers avec Constant de Dunk Hebdo que vous connaissez bien entendu. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024. On en fait pas mal, mais il reste encore pas mal d'équipes à faire aujourd'hui. Les Clippers avec Constant. Comment vas-tu, Constant ? Bah ça va. Merci à toi de m'inviter pour une deuxième année consécutive sur les Clippers. C'est vrai que je leur avais pas suffisamment tapé dessus l'an dernier. Je viens constater effectivement que la fenêtre de titre est officiellement fermée pour les Clippers. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a déraillé durant cette dernière saison et qu'est-ce qui a amené in fine au départ de Paul George. Bah, c'est vrai que faire venir un fan d'OKC, bon après Constant, Dunk Hebdo, évidemment analyste généraliste, hein, vous le connaissez, mais tu es aussi fan d'OKC, We Are Thunder France notamment, donc je trouve ça toujours marrant de faire venir un fan d'OKC, vu le trade qu'on a eu entre les Clippers et le Thunder, et encore l'an dernier, bon... déjà, il y avait un peu ce côté moqueur, mais là, peut-être encore plus, puisque OKC n'est plus genre un 8e ou un 9e de conférence, maintenant un premier. Et les Clippers ont perdu Paul George. Là, c'est... Oui, ils ont encore des pics hein, ils vous doivent, non pour... Oh, bah, bien sûr. Ils nous doivent encore un swap 2025, un unprotected first en 2026 et un swap 2027 unprotected aussi, que Sam Presti est allé récupérer pour permettre aux Clippers d'envoyer suffisamment de pics de draft pour effectuer le trade pour James Harden. Donc même 5 ans après, Sam Presti récupère des pics des Clippers. Ouais, effectivement. Alors il faudrait dire à Lawrence Frank d'arrêter le président des opérations basket des Clippers, faut arrêter de négocier avec OKC. Mais bon, alors comment ça va, Constant, en cet été et cette chaleur étouffante? On est en plein JO, comment ça va-tu? Est-ce que tu suis d'ailleurs les JO? Ouais, bah je travaille durant la journée, donc c'est difficile de tout suivre, mais j'essaye de regarder quand j'ai le temps. Je me suis arraché déjà 2 ou 3 cheveux sur les performances de Jamal Murray avec le Canada. un petit peu biaisé, on va dire, dans mon supporterisme du Canada. Il y a 2-3 joueurs que j'apprécie, on va dire, dans cette équipe du Canada. Mais sinon, content de voir que KD, à chaque fois qu'il se retrouve dans une compétition FIBA, c'est toujours un joueur dominant. Me souviens, je regardais pas le basket, mais quand on voit la première compète FIBA de KD, je crois que c'est la Coupe du Monde en Turquie, où il doit avoir 22 2010, ans, ouais. Il est déjà dominant. Bah, c'est, sans trop de débat, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de Team USA au basket. Mais voilà, je suis quand j'ai le temps. Après, les phases finales font que ce sera plutôt le soir. Donc là, je pourrais suivre complètement, j'ai envie de dire. Tu sais qu'au moment où ce podcast est publié, la France a gagné de 30 points contre les États-Unis en finale. Tu sais que... Alors, il faudrait déjà réussir à gagner face au Japon, ce qui n'est pas chose aisée. C'est pas faux. Donc, gagner de 30 points face à Team USA, je suis pas sûr. Hein. J'aime beaucoup Mathieu Razel qui, globalement, a bien sauvé les mômes. Mais bon, disons qu'entre de là à faire un parallèle entre Vincent Collet et Didier Deschamps, il n'y a qu'un pas qu'on peut se décider potentiellement de franchir. Mais c'est vrai que cette compète en 2010... c'est le leader déjà de Team USA, mais d'une équipe hyper jeune hein, pour la Coupe du Monde 2010. Il y a lui, il y a Derrick Rose aussi, il y avait Westbrook hein, aussi à l'époque. Je crois que tu avais Rudy Gay là-dedans, qui était encore relativement jeune. Enfin, il y a que des mecs comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Il me semble qu'ils envoient l'équipe B. C'était un peu ça. Enfin, ils avaient réputation d'envoyer l'équipe B juste après la Redeem Team de 2008, et c'était encore à l'époque où Team USA avait suffisamment de marge pour gagner une compétition internationale avec l'équipe B. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais ouais, KD... dès qu'il y a Team USA, il est dominant, quoi. Je crois qu'ils sont en 48 victoires pour 3 défaites lorsque KD joue pour Team USA. Le bilan victoire-défaite est solide. C'est pas mal. Bref, donc Constant, Dunk Hebdo, We Are Thunder France, vous le connaissez si vous voulez entendre ses avis pour descendre la signature de Hartenstein. C'est et sur Dunk Hebdo et sur... non, We Are Thunder France, on n'en a pas encore parlé là-bas, tu m'avais dit. Hein, je reviens, on en a déjà parlé, le reste de l'équipe on a déjà parlé, mais je reviendrai... au mois d'octobre, lorsque Hartenstein sera au poste 5 et que Chet sera au poste 4 et que tu pourras pas attaquer les lignes de drive parce qu'il y en aura pas. Mais bref, ça on en reparle en octobre.
Et puis donc nos bilans 2024, le programme du jour, on fait le bilan des Clippers 2024, donc avec notre format des stats de la saison, 10 stats, 10 points clés pour aborder et pour faire ce bilan, donc des stats qui peuvent être soit hyper intéressantes en elles-mêmes, soit sinon des stats qui sont un peu un prétexte, vous le savez, juste pour parler de jeux et de plein de petits sujets pêle-mêle. Et donc, Constant, tu connais le format, tu l'as déjà fait même pour les Clippers 2023, l'été dernier. Donc je pense que tu es prêt, je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces LA Clippers 2024 ? Première stat du jour, c'est 83,9%. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond ? Un pourcentage lancé franc, peut-être ? Non. C'est le pourcentage de victoire des Clippers entre le 2 décembre et le 5 février. Alors pourquoi j'ai pris ce créneau-là ? Le 2 décembre, ça correspond à la victoire face aux Warriors à domicile, où ils remontent un écart de 21 points avec le 3 points de Paul George pour remporter le match. Et pourquoi je me suis arrêté au 5 février ? Parce que ça correspond au seul jour de la saison régulière où les Clippers ont été premiers de la conférence Ouest. Donc j'ai pris ce stretch-là pour illustrer un petit peu mon incompréhension, on va dire, sur cette saison des Clippers, en illustrant un point, c'est que pendant, 2 mois et demi, 3 mois, les Clippers étaient la deuxième avec Boston, voire même la meilleure équipe NBA. Il y a des stats qui sont assez folles durant ce stretch de match. Alors déjà, il y a 26 victoires, 5 défaites, sachant que dans les 5 défaites, il y a 2 défaites face à Boston et face à OKC où Kawhi Leonard est absent. C'est-à-dire que durant ce stretch entre décembre et février, lorsque Kawhi Leonard joue, les Clippers sont en 24 victoires pour 3 défaites. Ça pose déjà un petit peu le bilan. Et même au niveau du net rating, premier, 11.1 de net rating sur ce laps de temps. Le deuxième, c'est Cleveland et OKC qui sont à égalité, qui sont à 9.2. Si on prend face au top 10 des équipes de net rating, en net rating à la fin de saison, donc qu'est-ce que le net rating pour expliquer ? C'est la soustraction entre l'offensive rating et le defensive rating. Donc face aux 10 meilleures équipes à ce rating-là, et globalement à peu près les 10 meilleures équipes de la saison, ils sont 8 victoires, 3 défaites, meilleur pourcentage de victoires, plus 13 de net rating, ils sont premiers, le deuxième c'est OKC à 8.7. Offensivement, ils ont des stretches qui sont incroyables, 127.1 d'offensive rating sur demi-terrain durant ce stretch-là. Le deuxième, c'est Boston. Ils sont à 123.7. Ils sont quasiment 4 points derrière. Donc ouais, c'est pour illustrer un petit peu, on en parlera dans le détail, mais le fait que c'était une attaque d'élite et c'était une des attaques, un des stretches offensifs. Alors c'est difficile de comparer parce que forcément les stats offensives explosent de plus en plus chaque année. Mais je pense que dans l'histoire de la NBA, il y a rarement, voire même quasiment jamais eu une équipe qui pendant 2 mois et demi s'est retrouvée à 127 d'offensive rating. C'est vraiment le moment où toutes les étoiles se sont alignées. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail sur pourquoi cette attaque est devenue tout feu tout flamme pendant 2 mois et demi. Mais voilà, pour dire que les Clippers, et t'en avais parlé aussi tout au long de l'hebdo, t'en avais parlé quand t'avais fait aussi le power ranking des équipes contenders. Il me semble que c'était juste après le All-Star Break. On y croyait à ces Clippers et il y avait de grosses raisons d'y croire. Et tu prends notamment à partir du 2 décembre parce que il y a le trade de James Harden qui arrive, je crois, début novembre et ça prend pas de suite. Il y a notamment une série de défaites où on dit ils auraient pas dû faire le trade parce qu'il y a eu 5 ou 6 défaites d'affilée. Mais bref, il y a le temps de se mettre en route à partir de là. Il y avait un peu ce côté premier tiers de la saison où, comme tu dis, ça commençait à carburer et on se disait c'est enfin l'année, peut-être l'année en plus où on croise les doigts, on n'aura pas de blessure. Bon, il se trouve qu'on a eu ni le niveau de jeu ni l'absence de blessure malheureusement, mais voilà, en tout cas il y a eu ce moment de la saison où on s'est dit après 5 ans ça y est, on a enfin le projet qui est là, et malheureusement ça n'a pas tenu quoi. Ouais, puis pourquoi effectivement t'as raison de dire ça, parce que je l'ai pas précisé, pourquoi je prends cette victoire face aux Warriors, parce que c'est selon moi le moment où leur saison débute. Je crois pas mal au fait que tu peux avoir des victoires ou des défaites qui peuvent faire un petit peu switcher le momentum de ta saison. C'est notamment le cas, je pense, pour la saison d'OKC avec Chris Paul, la victoire face à Minnesota avec la fameuse action, je pense que vous la connaissez tous, les auditeurs du Basket Lab, où c'est Jeff Teague qui ne rentre pas son maillot et du coup Chris Paul qui vient le dénoncer au corps arbitral pour pouvoir permettre l'écart de rester à une possession et du coup l'égalisation de Dennis Schroeder. Ça, je pense que ça a lancé la saison d'OKC cette année-là. Et cette victoire face aux Warriors où ils sont en 9 victoires, 10 défaites au moment de jouer ce match-là, où ils sont menés à domicile de 21 points, 22 points. Il y a le comeback, le 3 points de Paul George et c'est
vraiment le moment où leur saison a décollé, je trouve, où ils ont trouvé une alchimie après, comme tu l'as dit, quelques semaines de rodage avec l'intégration de James Harden. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu le All-Star Game notamment autour de cette période. Et puis retour de All-Star Game tapé par OKC d'ailleurs. Je crois que c'est chez vous à OKC. Un match très intéressant d'ailleurs. Et bon, moi je me disais, retour de All-Star Game, ça va. En plus, OKC, ils sont forts et tout. Et finalement, alors justement, si tu me permets, je peux caler aussi la mienne, puisqu'on était un peu alignés sur le coup, puisque moi c'était 2. Et en effet, moi j'ai pris 2 parce qu'en fait c'est 2 saisons en 1, presque pour cette saison malheureusement. Moi j'avais pris précisément, alors pas aussi précis que toi au niveau des dates, mais du début de saison dans sa globalité, on va dire jusqu'au 15 février, grosso modo l'All-Star Game mi-février. Effectivement, on était à plus 7 de net rating, de différentiel attaque-défense. C'était le 4e de NBA. Et c'est 2e attaque et 8e défense. Voilà, et il faut dire que plus 7 de net rating, alors évidemment en nuance, parce que plus un échantillon va être réduit, plus on peut aller taper des chiffres soit très haut, soit très bas, donc faut pas comparer ça non plus, c'est pas du 1 pour 1, quoi. C'est pas, faut dire, plus 7 de net rating sur 3 mois, c'est pareil que sur toute une année, évidemment. Mais voilà, pour dire, une équipe qui aurait maintenu ce rythme sur toute l'année, il y a certaines années, tu peux être premier de NBA, quoi, avec ce différentiel attaque-défense. D'ailleurs, je crois que Boston était premier de NBA en 2023 avec un score comme ça. Et donc, ils étaient 4e de NBA sur cette première moitié de saison, même 2 tiers, on va dire, presque. Et puis ensuite, patatras, en fait. Et pas que les blessures, comme dit, parce que les blessures sont arrivées très tard. Mais à partir du 15 février jusqu'à la fin de saison, ils sont passés de plus 7, qu'un score d'élite, à moins 1 point par 100 possessions de différentiel attaque-défense. Donc, de plus 7 par 100 possessions à moins 1, ce qui est tombé du 4e de NBA à 19e, avec l'attaque qui était 2e, qui est tombée 15e, la défense qui était 8e, qui est tombée 24e. Et donc, pour dire, au niveau du début de saison, le fond de jeu proposé, ce différentiel attaque-défense, ça reflète ça. Ce fond de jeu proposé, c'était au niveau de Boston, Miami, OKC, c'était juste en dessous de Boston, Minnesota, OKC et donc les Clippers qui étaient 4e. Alors que la deuxième partie de saison, on était sur un net rating, un fond de jeu proposé qui était similaire à celui de Atlanta et de San Antonio. Donc, voilà, et là-dessus, je sais pas toi ce que tu en penses, je connais pas trop les raisons de ça, de ce côté 2 saisons en 1. Il paraît que le vestiaire, peut-être, je sais pas, en plus il y avait des prolongations qui sont tombées pendant l'année pour Kawhi et James Harden, je sais plus, mais en tout cas Kawhi est tombé pendon l'année et Paul George n'est pas tombé. Et du coup, je sais pas si c'est une question de vestiaire, j'en sais rien, avec ces Clippers on sait pas, mais on est passé d'une équipe qui était élite à une équipe qui était pas seulement pas élite, pas seulement moyenne, pas seulement moyenne mauvaise, mais même assez mauvaise, quoi. Et c'est pas les blessures parce que Kawhi n'était pas blessé, Paul George n'était pas blessé et James Harden n'était pas blessé, quoi. En tout cas, pas de manière majeure. Peut-être on a manqué des trucs, mais bon, je sais pas toi ce que t'en penses, parce que là on a vraiment pas de raison, mais un écroulement pur et simple, quoi. C'est un peu l'interrogation que je me suis posée, et en allant, en essayant de revoir des matchs un petit peu de cette période et en essayant d'aller fouiller 2-3 stats, c'est quand même, t'as 2-3 facteurs qui peuvent l'expliquer. Alors si, je sais que c'est la théorie qui plaît à Tom, si on est un peu la théorie vraiment purement morale, c'est peut-être l'extension de Kawhi Leonard qui est tombé mi-janvier, et le fait que Paul George n'en a pas eu et que ça a amené carrément à un divorce. Mais tu parlais du fait qu'ils étaient, en fait, il y a 2 saisons en 1, mais il y a vraiment 2 saisons en 1, mais en fait, tu fais 20 premiers matchs, c'est la première partie de saison. T'as le stretch de 35 matchs où ils sont dominants, et t'as les 25 derniers où ils repartent sur la première itération. Ouais, c'est presque 3, tu veux dire. Ouais, mais parce que le 3 est équivalent à la première partie de saison en termes de bilan et en termes de fond de jeu. Parce que quand tu regardes avant le match face aux Warriors, ils sont en 9-10, et après le 6 février où ils passent premier de la conférence Ouest, ils sont en 17 victoires pour 16 défaites. Donc vraiment, c'était une équipe qui a été dominante pendant 35 matchs et qui a été vraiment dans la moyenne. Et pourquoi tu as une explosion offensive durant ces 2 mois et demi? Parce que tu as, je pense, l'alliage parfait en attaque, c'est-à-dire que le pourcentage à l'EFG, donc qu'est-ce que l'EFG? C'est le pourcentage au tir, mais où on valorise le tir à 3 points pour donner un rendu un peu plus représentatif de la valeur du 3 points et du fait que mathématiquement 3 ça vaut plus que 2. Si vous prenez à l'EFG durant cette période, en catch and shoot, les Clippers sont à 62,8 d'EFG. Le deuxième, ce sont les Wolves, ils sont à 60. Il y a 2,8 points de pourcentage d'écart entre le premier et le deuxième. C'est plus qu'entre les Wolves qui sont deuxième et le Thunder qui est 9e. Donc déjà, il y a un bon petit écart. Donc sur les catch and shoot,
au global, ils ont été très efficaces. Je reparlerai des catch and shoot lorsque j'évoquerai certains role-players cette saison qui ont été au niveau. Et si vous prenez l'EFG au niveau des pull-ups, sur cette période, encore une fois, de début décembre jusqu'à début février, en pull-up, ils sont deuxième à 51,9 de FG. Le premier, c'était les Bulls. Alors, me demandez pas pourquoi les Bulls, pendant 2 mois et demi, étaient la meilleure équipe à l'EFG sur les pull-ups. Ah, DeRozan. DeRozan, ouais, mais tu vois, même au niveau... et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tu regardes les pull-ups à 3 points, les Bulls, sur cette période-là, ils tentent 5,3 points en pull-up. Les Clippers sont deuxièmes, ils en tentent 12,5. Ils en tentent quasiment 2,5 fois plus que les Bulls. Donc vraiment, ouais, DeRozan, master du mid-range, et peut-être un petit peu de Kobe White aussi. Mais c'est vraiment l'espèce d'accumulation d'un côté, la création individuelle sur le pull-up, notamment avec Kawhi Leonard, notamment avec James Harden, notamment avec Paul George, avec ce trio d'attaque magique. Et de l'autre côté, la capacité des role-players, que ce soit les Norman Powell, les Terrence Mann, les Amir Coffey, de sanctionner sur potentiellement une défense un peu trop attirée par la capacité de pull-up de ces joueurs-là. Donc c'est vraiment une équipe qui a eu une explosion offensive totale et qui est revenue à des standards faibles, voire même très faibles sur le post-All-Star break. Que finalement, si on revient sur le catch and shoot, ils sont dans le milieu du paquet, il me semble, sur la deuxième partie de saison. J'ai plus les stats en tête, mais ils sont pas au-dessus de la 10e place, ça c'est pour sûr. Et au niveau du pull-up, ils ont baissé aussi. Donc c'est vraiment une explosion, mais des deux facteurs en même temps. Tu peux avoir certaines équipes qui explosent avec une explosion de pull-up et des joueurs, des qualités individuelles, des énormes scoreurs qui peuvent prendre feu sur un laps de temps. Ou de l'autre côté, tu peux avoir le pull-up qui peut être un petit peu déficient, mais des role-players qui sont très efficaces. Et là, tu as eu les deux, et c'est assez rare que ce soit les deux s'allient aussi bien sur un laps de temps aussi élevé, parce que c'est 2 mois et demi, mais au total, c'est quasi 31 matchs, donc t'es sur 35% d'une saison complète. Ouais. Non, mais après, je sais pas, tu sais, peut-être qu'il y a une malédiction, et tous les 10 ans, on a une équipe qui fait une première partie de saison de champion, et qui ensuite s'écroule, hein, parce qu'il y a 10 ans, pile 10 ans, c'était les Pacers, 2014, tu sais. Bien sûr. Qui faisait un début de saison. Ah, il y avait qui chez les Pacers 2014 d'ailleurs? Il y avait Paul George. Ouais, je viens de percuter. Mais non, mais tu vois, au moins, je blague, mais que à moitié, parce que les Pacers 2014, ils commencent du feu de Dieu, ils sortent de leur run de playoff 2013, un peu surprise. Paul George, il revient, niveau MVP. Roy Hibbert, toujours défenseur de l'année, enfin, niveau défenseur de l'année, etc., etc. Il domine tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? En fait, le vestiaire explose. Alors, pas littéralement, hein, il n'y a pas eu une bombe, mais le vestiaire explose métaphoriquement avec le trade de Evan Turner qui arrive, que Larry Bird fait ce trade. Pourquoi? Parce que Lance Stephenson, qui était un arrière un peu à tout faire à l'époque, très bon, mais il était en fin de contrat, donc Larry Bird va chercher un autre en fin de contrat, au cas où, comme ça on récupère ses droits en février, comme ça on pourra le prolonger si Stephenson s'en va, sauf que ça fait des bagarres entre Stephenson et Evan Turner, pour le coup, littéralement à l'entraînement. En plus, il y a le trade de Granger aussi, tu sais, qui avait été blessé, qui avait été mis de côté du coup avec l'émergence des jeunes, mais qui était apparemment important dans le vestiaire. Hop, t'es échangé contre Evan Turner à Philadelphie. Il y a eu Bynum aussi qui avait été récupéré, alors que lui il jouait plus du tout, hein. Depuis 1 an et demi il jouait plus du tout. Les Pacers vont le chercher, et là pareil, Roy Hibbert qui certaines insécurités, on va dire, certaines personnes sont comme ça, et ben même si Bynum n'avait pas joué, ça a foutu le boxon. Bref, pourquoi est-ce que je détaille un peu tout ça? Parce que déjà c'est un peu marrant pour l'histoire, mais mais c'est aussi parce qu'il y avait des vraies raisons, quoi. Tu vois, le vestiaire, ça se passait plus bien, ils ont mal joué, et là ben je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je sais pas à quel point c'est la période que tu as décrit était pour de vrai, entre guillemets, et du coup il y a eu un truc qui s'est passé, vestiaire ou pas, mais qui s'est cassé et on n'a plus du tout la même équipe. Est-ce que c'est une période de surchauffe, entre guillemets, pendant 30 matchs, comme tu as décrit aussi, avec un côté 3 points, et qu'en fait peut-être que le vrai niveau était plus bas, mais tu vois, j'ai quand même du mal à me dire que c'était qu'une surchauffe, parce que comme dit, quand tu prends les chiffres après 15 février, c'est pas juste que l'équipe elle est moyenne bonne ou juste bonne et pas élite, c'est qu'elle est mauvaise, quoi. Donc je sais pas, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc, même si on sait pas, mais en effet peut-être c'est histoire de contrat, parce qu'il n'y a pas eu de trade, hein, eux pour le coup, mais peut-être ce côté contrat, je sais pas, j'ai aucune idée, et ça on pourra jamais le savoir nous de l'extérieur. On peut juste faire le constat en effet que il s'est passé un truc, et la magnifique équipe qu'on a eu décembre, janvier, et un peu février, on l'a plus du tout après, quoi. C'est un peu, c'est très bizarre. T'avais les Blazers aussi, je rebondis sur les équipes qui étaient contenders et qui se sont effondrées. T'as les Blazers en 2015. En 2004, non? Tous les 10 ans. Non, 2015. Non, même pas. Non, c'est 2015, donc c'est l'année d'après. Je crois qu'ils débutent en 38.
30 victoires, 8 défaites. Donc, il me semble qu'ils étaient deuxième juste derrière les Warriors. Les Warriors qui font 67 wins cette année-là. Et avant de s'écrouler complètement sur la seconde partie de saison, ils avaient tradé, il me semble que c'est pour un meneur backup dont j'ai oublié le nom. Je crois, il me semble que c'est Aaron Afflalo. Ouais, je crois qu'il trade pour Aaron Afflalo. Oui, mais parce que Wes Matthews se fait pas les croisés, il se fait le tendon d'Achille, donc c'est pour ça. C'est vrai qu'il y a la blessure de Wes Matthews. Mais en effet. Ouais, en effet. Mais voilà, c'est dommage que Nicolas Batum ne soit pas resté aux Clippers, même s'il est revenu cette saison-là, parce que ça aurait pu faire un lien, tu vois. Paul George d'un côté pour les Pacers, Nico Batum pour Portland, mais ouais, je pense que c'est un mix des deux sur l'origine de cette baisse, mais c'est une équipe aussi qui a eu, peut-être un petit peu revenir sur l'aspect terrain, mais c'est une équipe qui était très dépendante aussi de son shot-making. Et lorsque le shot-making était un peu en dedans, t'avais assez peu de situations rémunératrices. C'est-à-dire que c'était une équipe qui jouait assez peu le jeu de transition, c'était une équipe qui jouait assez peu près du cercle. Il me semble qu'en fréquence de tirs tentés près du cercle, ils étaient 25e ou 26e. Donc c'était une équipe qui était basée sur énormément de jeux de demi-terrain, et malgré le fait que les role-players ont été plutôt en réussite tout au long de la saison, grandement basés sur la capacité de shot-making, notamment à mi-distance de tes meilleurs joueurs. Et à partir du moment où Kawhi a eu quelques blessures, où Paul George, comme souvent post-All-Star Break, a eu une baisse de régime, forcément ça a un peu enrayé cette attaque. Alors justement, c'est vrai que le pourquoi, on peut pas le savoir, mais au moins on peut analyser le quoi. T'as déjà un peu commencé à le faire, mais je suis allé fouiller aussi de mon côté, et je me suis dit, on va regarder, est-ce qu'il y a un truc qui est différent au niveau au moins des tirs que tu concèdes sur le terrain, ou alors au niveau de l'efficacité, donc soit la fréquence, soit l'efficacité. Et donc, en fait, au niveau en attaque, d'abord, l'attaque, en fait, le profil de tir est très similaire, première partie de saison et deuxième. Donc, il n'y a pas trop de différence pour le coup. Comme tu dis, 22e au panier, première partie, il passe à 18e ensuite. Au niveau des 3 points, 15e en fréquence, donc pas dans la moyenne, 18e après. Et au niveau des mi-distances, 5e, 5e. Ok, donc le profil de tir en attaque ne change pas. Par contre, en effet, il y a une efficacité qui est différente. Au panier, pas tellement. De 14e à 15e, ça bouge pas. À 3 points, au mi-distance, pas tellement non plus. De 7e première partie de saison à 5e. Donc, même en deuxième partie de saison, les pull-ups, notamment à mi-distance, rentraient. Et même short et long mi-distance, donc tous les mi-distances. Par contre, la différence, c'est les 3 points. C'est les 3 points qui passent de premier à 18e au niveau de les réussites à 3 points. Donc, on a en effet en attaque une dégringolade de ce côté 3 points spacing, et juste réussite au niveau des 3 points pris. Et de l'autre côté, en défense, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu regardes le profil de tir, est-ce qu'il y a un endroit de la défense qui a plus cassé qu'avant ou quoi ? Pas tellement, les schémas constaient à peu près les mêmes tirs. Là-dessus, on arrivait à contrôler. C'est-à-dire qu'au panier, on était 10e en termes de fréquence de tir concédé au panier, 10e, ensuite 13e en deuxième partie, à peu près pareil. Mi-distance, 12e, puis 13e, donc pareil. 3 points, 17e, 17e. Exactement pareil. Par contre, en effet, je ne vais pas faire tout le topo, mais vous avez compris. En gros, au panier, c'était pareil. À 3 points, c'était à peu près pareil. Et par contre, c'était à mi-distance où ça s'est. Non, pardon, j'ai changé. Je crois que j'ai changé. À mi-distance, c'était à peu près pareil, mais par contre, aux 3 points, ça a dégringolé. Oui, c'est aux 3 points. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que la défense, entre guillemets, en première partie de saison, autorisée, entre guillemets, la 5e meilleure efficacité à 3 points. On sait que c'est très aléatoire. Et donc, en gros, il y a un côté où, en fait, les 3 points ne rentraient pas. Les 3 points des adversaires ne rentraient pas en première partie de saison. Et ensuite, c'est passé à... En fait, ils sont tous rentrés, ou presque, quoi. Ils passent de 5e à 26e. Donc, voilà, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que dans le jeu, on a vu que c'était pas totalement bon. Mais il y a sans doute eu un effet un peu qui a décuplé tout ça, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Dans le sens où, en début d'année, tu mettais 3 points et en plus, les adversaires les mettent pas contre toi. Donc, c'est le scénario génial. Et par contre, deuxième partie de saison, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu rentres plus tes 3 points et en plus, les autres, ils les mettent. Donc, je pense que ça vient un peu aggraver, mais on est d'accord que ce n'est qu'un facteur aggravant. Et dans le jeu, on n'a pas reconnu non plus l'équipe qui était à ce point dominante comme en début de partie de saison, quoi. Non, on n'a pas reconnu l'équipe qui était dominante. Et t'as raison de détailler tout ça dans le sens où les Clippers, sur ce run extrêmement bon, c'est, comme tu as dit, la 8e défense. Donc, c'est une défense top 10, mais elle est border élite. Elle est pas complètement élite, mais elle est pas si loin que ça. Mais en seconde partie de saison, la défense a planché, et c'était effectivement peut-être lié à de la réussite à 3 points adverses, mais même globalement, les Clippers ont réussi à gagner très peu de matchs grâce à leur défense, même en seconde partie de saison. Il y a quelques matchs, notamment un match face aux Wolves. Il me semble que c'est juste avant le All-Star Break, où ça finit à moins de 90 points, où c'est un vrai match défensif.
Il y a quelques victoires face à Denver aussi. Il me semble qu'il y en a une qui est post-All-Star Break pour le coup, où il limite Denver à moins de 95 points. Mais finalement, assez peu d'assises défensives, assez peu de matchs que tu es capable de remporter, même en étant dans un jour moins bien offensivement, ce que des équipes comme OKC ou comme Minnesota ont su faire tout au long de la saison. Et finalement, peut-être que les 5 ou 6 matchs que OKC ou Minnesota ont été capables de remporter grâce à leur défense, c'est des matchs que les Clippers n'ont peut-être pas eu. Et sur le singing, au lieu de te retrouver à jouer les Pels, tu te retrouves à jouer Dallas au premier tour. Bien, on peut avancer après ce bilan un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces LA Clippers 2024 ? Je dis LA Clippers parce que c'est le nom officiel. Hein. Enfin, c'est pas les Los Angeles Clippers, ce sont les LA Clippers, pardon. Bref, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Clippers ? Premier et deuxième. Ouais. Ce sont, en points par possession, le classement de Kawhi Leonard et James Harden en isolation cette saison. Ah, et est-ce que c'est bien ? Quand tu es à 1,20 points par possession sur l'isolation et que le deuxième c'est ton coéquipier et qu'il est à 1,13, moi je trouve que c'est plutôt bien. Pour le coup, c'est plutôt efficace. J'ai filtré un petit peu, j'ai mis plus de 115 possessions en isolation jouée. Ça fait les 47 joueurs qui ont joué le plus d'isolation cette saison en NBA. Kawhi Leonard, premier, 1,20. Je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier, c'est ça qui est encore plus impressionnant. James Harden, 1,13. Deuxième. Troisième, c'est chez Gilgeous Alexander à 1,11. Alors il y a quand même quasi un x2 en termes de possession jouée entre Shea et James Harden et Kawhi Leonard. Donc l'efficacité est un peu moindre, mais tu as un volume qui est tellement plus important que ça compense un petit peu, parce que si tu étais à 1,2 points par possession en jouant 460 isolations, là je pense que tu t'aurais été à des stades d'efficacité historiques. Mais voilà, je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant dans cette stat, c'est comment les deux parviennent à avoir une telle efficacité et que c'est deux schémas complètement différents. C'est-à-dire que Kawhi Leonard est efficace sur du pull-up, notamment à mi-distance, là où James Harden est efficace parce qu'il y a de la provocation de lancer franc. Et si vous prenez la fréquence de lancer franc tenté justement sur les isolations, Kawhi Leonard est à 10.7, donc il me semble que c'est un lancer franc tenté pour 10 isolations, si je ne dis pas de bêtises. Là où James Harden, c'est 20.4. Donc, 2 fois plus. Au niveau du classement, il est derrière alors, c'est déjà très bien classé, mais il est derrière le top 4, on va dire, que sont Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan et Zion Williamson, qui sont des maîtres dans la capacité de provoquer du contact, que ce soit via le drive ou que ce soit via le skill set ou via le footwork, pour aller sur la ligne des lancers. Mais ça reste quand même très élevé. Enfin, qui sont surtout encore dans leur prime, hein, on peut dire. Parce que Harden aussi a été élite, mais la différence, c'est que les autres sont encore dans leur prime assez frais, quoi. Alors que Harden, il semblerait... On aurait dit que non, quoi, en fait. Oui, après, Jimmy Butler est-il encore dans son prime ? Ça, oui. C'est un débat. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais non, mais toujours est-il que je trouve ça intéressant de voir que t'es une attaque qui reposait énormément sur l'isolation, et même le fait du coup d'avoir ces deux joueurs-là, parce que Paul George, j'en ai pas parlé, il est un tout petit peu plus bas dans le classement, mais il est quand même dans la moyenne haute au niveau des centiles sur ce classement-là en points par possession sur l'isolation. Donc voilà, t'avais 3 joueurs qui étaient très forts sur le jeu d'isolation. C'était l'équipe qui en faisait le plus, et en termes de points par possession, c'était l'équipe la plus efficace à égalité avec, il me semble que c'était OKC. J'ai plus la stat sous les yeux, mais en tout cas, ils étaient premiers à égalité avec une autre équipe. C'est ça. Donc voilà, parler un petit peu du niveau individuel de ces deux joueurs-là, sur le fait que c'est intéressant de voir que tu as une équipe qui joue, certes, beaucoup d'isolation, mais que la manière de ces deux joueurs-là pour être efficace sur le jeu d'isolation est complètement différente. Oui, puis ce qui est marrant aussi, c'est quand tu regardes... alors, comme tu dis, deux styles opposés, où Kawhi, en fait, est vraiment un shot maker, avec un doigté, une précision, un toucher qui est devenu extrêmement pur et extrêmement élite, en fait, au fur et à mesure des années. Et Harden arrive à survivre, non pas avec ça, mais plutôt avec des lancers francs, comme tu dis. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu compares non pas le pourcentage de fautes provoquées ou de lancers francs sur isolation, mais la réussite de leur tir. Parce que du coup, c'est l'inverse. Le FG, ouais, tout à fait. Il y a un gros delta. Exactement. Et même sans prendre
encore pire, sans prendre le IFG, donc sans prendre le field goal ajusté pour les 3 points, mais justement, prenons le brut. Le brut est encore pire parce que Harden prend que des 3 points en isolation notamment. Enfin, il prend beaucoup de 3 points de pull-up à 3 points. Et donc, ce qui fait que le FG, justement, est brut et plus bas, mais parce que voilà, les 3 points sont moins probables, ont un niveau de réussite attendu plus bas. Et donc, la différence de FG, de réussite, d'adresse pure, brute, entre Kawhi et Harden, il y en a un qui est à 56% quasiment. Il met 56% des tirs qu'il prend sur isolation. Et l'autre, il est à 38, 39. C'est un écart qui est énormissime, quoi. Après, franchement, Kawhi Leonard à 1,20. J'étais passé à côté de la stat individuelle. C'est un score extraordinaire. Alors, on n'est toujours pas au niveau de James Harden 2018, qui est la meilleure saison de l'histoire là-dessus. En tout cas, de l'histoire récente, on va dire. Qui était à 1,22, mais en plus, c'est dans une NBA avec moins de spacing encore. Donc, le relatif à la moyenne était encore plus impressionnant pour Harden. Mais la marque de 1,20 sur isolation pour Kawhi, c'est un score qui est absolument fabuleux. Et ce qui, en effet, c'est... je sais pas, je te laisse parler, mais j'enchaînerai aussi sur l'attaque, c'est bien, parce que ma stat, elle est sur ça aussi. Mais en effet, on a un peu des 2 moteurs d'attaque, notamment sur isolation. Après, le problème, c'était un peu le reste autour, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire ça en partie au moins? Ouais, même eux, je trouve, ont failli sur une certaine partie, enfin sur une certaine partie de la saison, je trouve. Parce que là, malheureusement, on peut pas trier par date sur les stats d'isolation. Mais je serais bien curieux de voir quel est le point par possession d'isolation de James Harden après le mois de février, par exemple, où il a clairement baissé en régime. Donc je pense que c'est une faillite entre guillemets collective. Il y a certains role-players sur lesquels on va taper plus que d'autres, j'ai envie de dire. On parlera peut-être d'un meneur backup, mais non, je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont restés au niveau, mais globalement, les role-players ont été à peu près au même niveau que ce qu'ont pu l'être les franchise players, en tout cas tes meilleurs attaquants. C'est-à-dire que quand tes meilleurs attaquants étaient ultra efficaces, ça suivait derrière. Et lorsque tu avais tes meilleurs attaquants qui étaient moins dans le rythme, c'était un petit peu plus complexe. Mais après, voilà, je trouve que tu as quand même le 1,20 de Kawhi Leonard est quand même très élevé. Après, je sais pas si, tu vois, tu parlais de la saison 2017-2018, justement, c'était la dernière année où tu avais 2 joueurs de la même équipe qui étaient premiers en points par possession en isolation, parce que tu avais James Harden premier et Chris Paul deuxième. Je sais pas si le 1,20 de Kawhi m'impressionne plus que le 1,10 d'Harden en 2018-2019, où il joue 1280 isolations. Ah oui, la saison d'après, ouais, c'est les 19 et 20, c'était l'abus, quoi. C'était la version. En plus, avec blessure de Chris Paul aussi, tu sais, 2019. Donc il avait encore pris en volume, ensuite il l'a pas lâché. Donc non, c'est effectivement la version poussée à l'extrême, on va dire. Harden 19 et 20. Mais alors justement, si je peux enchaîner, si tu me permets, puisqu'on parle un peu du même sujet. Moi, mon chiffre, ma deuxième stat du jour, c'était 373. Ça fait beaucoup. Est-ce que tu sais ce que c'est 373 ? C'est un nombre par match. Ce sont le nombre de touches par match de l'équipe des Clippers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le nombre de fois où un joueur des Clippers a touché la balle. Alors, toucher, encore une fois, c'est pas la touche au sens physique du terme, le contact de la main sur le cuir, c'est le fait de posséder la balle. Mais pourquoi le chiffre est intéressant ? Eh bien, parce qu'il est 30e sur 30. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui, en 2024, avait le moins de touches par match en tant qu'équipe, collectivement. En fait, pour le reformuler, c'est l'équipe qui faisait le moins tourner la balle, en fait. Parce que plus tu fais tourner, plus il y a de joueurs qui touchent, et donc plus tu as de touches en soi qui s'accumulent. Et donc, si tu es 30e sur 30, c'est que la balle, elle bouge pas beaucoup, mécaniquement. Donc, il y a ce côté, le nombre de touches par match qui est 30e sur 30, et donc, évidemment, de l'autre côté, la stat un peu en miroir, le nombre de secondes passées lorsque tu as la balle entre les mains, là encore, à l'échelle collective, la moyenne collective, les Clippers, en moyenne, quand un joueur des Clippers en moyenne avait la balle, il a gardé 3,39 secondes par touche de balle. Bon, c'est une moyenne, ok, mais c'est premier de NBA. Voilà, premier de NBA, donc 30e en termes de nombre de fois où un joueur touche la balle, donc peu de mouvement, et en plus ça se confirme avec le fait que quand on l'avait, on l'a gardé. Grosso modo, c'est un peu ça que ça veut dire. Et donc pourquoi est-ce que je voulais aussi parler de ces stats, c'est que je trouve que c'était des stats qui illustraient assez bien finalement la philosophie de Tyronn Lue et qu'est-ce qu'était l'attaque des Clippers. Avec, Tyronn Lue, on le sait, c'est pas un coach qui va être un grand tacticien en termes de inventer des systèmes hyper créatifs, hyper fluides. C'est pas quelqu'un qui va mettre en place une attaque
très fluide, beaucoup de mouvements. C'est pas la motion offense des Warriors, c'est pas la motion offense des Spurs, c'est pas voilà ce genre d'exemple, c'est même pas Miami ou des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est pas bon là-dessus, mais qui est bon sur l'aspect stratégique. En fait, on va cibler un tel match-up, on le fait de manière méthodique, on sait pourquoi on attaque, on sait comment on attaque. Et donc un peu ce côté jeu d'échecs où il est très bon Tyronn Lue là-dessus, non pas pour développer des belles attaques, mais pour savoir qui attaquer et pourquoi, couplé au fait que du coup il a aussi des stars très bonnes sur isolation, fait qu'on a ce rendu de une attaque où la balle tourne assez peu en fait. Cette stat illustrait assez bien ça. La balle tourne assez peu et on a donc je trouve que c'était une belle illustration de qu'est-ce qu'était aussi cette attaque des Clippers 2024. Et puis Tyronn Lue qui sait optimiser, on va dire, les qualités offensives de ses joueurs, plus des joueurs qui sont, on va dire, habitués au fait de souvent garder la balle, avec notamment James Harden qui est un peu le champion aussi des time of possession ou de la durée d'une possession moyenne, on va dire, lorsqu'il a la balle entre les mains. Et finalement, quand on regarde les joueurs qui ont justement le plus grand total ou la plus grosse moyenne de possession avec la balle entre les mains, t'es sur des joueurs élites, t'es sur élite entre guillemets offensivement, t'es sur du Damian Lillard, t'es sur du Ja Morant, t'es sur du Shai Gilgeous-Alexander, et t'as James Harden qui est peut-être un peu moins fort, on va dire, dans le rendement offensif que certains de ces joueurs-là. Et même moi, un autre point qui m'interpelle un petit peu, c'est si on prend le time of possession sur l'intégralité de la saison, donc il me semble que c'est en minutes. Tu as premier James Harden, 482 minutes. Deuxième, Paul George, 244. Troisième, Kawhi Leonard, 224. Déjà, alors même s'il a joué 6 matchs de moins et qu'il a joué à peu près 150 minutes de moins, voire que Kawhi a moins la balle entre les mains que Paul George, ça c'est déjà une première problématique. Quatrième, Russell Westbrook, 223. Ça me pose déjà un autre problème. Et le cinquième, c'est Terrence Mann qui a 94. C'est-à-dire que tu as un gouffre monumental entre le quatrième et le cinquième où tu as vraiment 4 porteurs de balles qui sont pas tous efficaces en plus, voire même très peu efficaces dans le cas de Russell Westbrook. Et derrière, tu as assez peu de choses. Donc c'était, comme tu l'as dit, une équipe qui était très axée sur création individuelle via de l'isolation, mais ça a peut-être montré ses failles, justement, quand un James Harden a un petit peu baissé de régime, quand un Kawhi Leonard a commencé à se blesser, parce que de l'autre côté, les joueurs qui étaient capables potentiellement de prendre ce relais, n'avaient pas soit la possibilité, soit les qualités pour le faire. Et je rajouterais même un petit truc en disant que le cinquième, c'est Terrence Mann avec 94 minutes. Le sixième, c'est Bones Island avec 92 minutes, sachant qu'il en a joué 500 et globalement à 80% composé de garbage time. Donc, t'avais 4 porteurs de balles quasi exclusifs dans cette équipe, ou en tout cas 4 joueurs qui conservaient la balle entre les mains. C'est là où est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, il y a deux manières de voir les choses. Finalement, c'est pas un échec. On peut pas totalement dire ça parce qu'on l'a pas vu concrètement, cette vraie équipe en play-off. Donc, en effet, il y a peut-être cette nuance. On n'a pas eu le vrai Kawhi, donc on n'a pas eu les vrais Clippers. Évidemment, en play-off, tu peux pas te permettre d'avoir ton meilleur joueur qui est pas là. Après, il y a l'autre côté, qui est peut-être aussi la balle bouge peu. Quand un mec l'a dans les mains, il va la garder. Il y a très peu de mouvement de balle, on est d'accord. C'est une attaque qui est méthodique, qui joue l'isolation beaucoup dans ce côté cibler tel ou tel match-up. Et ils sont bons là-dedans. Mais quel est un peu le prix que tu payes peut-être, non pas en termes stylistiques ou le beau basket, mais en termes de jeu aussi, en termes de conséquences. Parce que à quel point, tu vois, si tu regardes les stats, tu dis, ils sont premiers en efficacité sur l'isolation en elle-même. Mais à quel point ça affecte pas aussi peut-être un aspect de, comme on dit à chaque fois, sur les systèmes comme ça, basés sur l'isolation, à quel point peut-être tes role-players se mettent pas en rythme. Et donc, peut-être, je sais pas, mais si tu as en deuxième partie de saison des mecs qui sont pas en rythme et les shooters pas en confiance, peut-être que le fait que la balle bouge pas et qu'ils doivent attendre dans le corner ou à 3 points pour juste prendre le catch and shoot, s'ils sont pas bons et ils ont pas le rythme, peut-être ça aggrave le truc ou ça permet pas de relancer. Je sais pas, j'avance des pistes, mais c'est là-dessus où je pense qu'il y a un peu une double vision. C'est que, sur isolation en soi, ils étaient premiers avec une efficacité qui était géniale. Mais il faut aussi supposer à quel point est-ce que ce côté manque de mouvement pouvait aussi te coûter en termes d'opportunités ailleurs, en termes d'efficacité, de plein d'autres choses. Faut pas regarder que le chiffre en soi, ils sont premiers. Et finalement, il y a une vision peut-être plus globale à avoir. Mais comme dit, moi, j'aurais quand même aimé l'avoir testé pour de vrai, cette équipe en playoff. Parce que pour moi, typiquement, c'est le genre d'équipe qui performe très bien en playoff. Parce que playoff, c'est ça. Playoff, c'est cibler tel ou tel match-up, faire la chasse au mismatch, etc., etc. Donc oui, toutes les nuances que j'ai mis, je les garde sur ce style de jeu a aussi un prix, a aussi des compromis.
Mais en même temps, c'est quand même le style qui marche très bien en playoff, quoi. Je sais que c'est un peu l'inverse de ce que pensent les gens, parce que Harden n'a jamais remporté de titre aux Rockets. Mais concrètement, LeBron, il fait de la chasse au mismatch depuis plus de 10 ans en playoff. Luka Doncic, il fait de la chasse au mismatch. Les Boston Celtics, ils n'ont pas un gros mec qui le font, mais ils le font tous, en fait. C'est une équipe qui fait de l'isolation et de la chasse au mismatch. Les Celtics, ils viennent de gagner le titre, etc., etc. Donc, voilà, je suis un peu partagé entre les deux, entre... ce style d'attaque a des compromis, mais en même temps, j'aurais bien aimé l'avoir en playoff parce que ça aurait pu faire des bons trucs, quoi, en fait. Oui, et puis peut-être aussi la limite du à quel point l'isolation est, entre guillemets, valuable dans ce qu'elle peut apporter pour les autres et dans la création individuelle, mais à quel point le trop-plein d'isolation peut t'handicaper dans le sens où, oui, ils sont premiers de NBA, mais l'isolation n'est pas forcément le plus rémunérateur ou n'est pas vraiment le play type qui peut te rapporter le plus de points, on va dire. Donc, ils vont être premiers, c'est un peu comme le mi-distance. Ils vont être premiers, mais peut-être dans l'aspect du jeu qui te donne pas le plus de points, contrairement au jeu de transition potentiellement ou au pick and roll. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces LA Clippers 2024 ? Ma troisième stat du jour, ça j'aime bien faire les petits classements, c'est deux. Ouais. C'est les joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes cette saison, qui sont à plus de 14,5 de turnover pourcentage, donc le pourcentage de perte de balle de ton pourcentage de perte de balle lorsque tu as la balle par rapport à ton usage, et à moins de 105 de PSA, donc c'est le point par tir sur 100 possessions. Aïe. Vous l'aurez compris, il y a Russell Westbrook. Et le deuxième, c'est un peu le joueur qui se réclame de Russell Westbrook, c'est Scoot Anderson, dont tu avais déjà parlé justement de sa saison rookie sur les 10 stats sur Portland. Ça pique un peu, comme je l'ai dit, quand tu as un joueur qui est à 27% d'usage et qui est aussi bas, que ce soit en efficacité globale et que ce soit en perte de balle. C'est dur, c'est dur. On avait parlé de Russell Westbrook dans des termes assez élogieux lorsqu'on avait fait l'épisode l'an dernier, en tout cas sur sa série de playoffs face aux Suns. Même dans la syllabe, tu en avais parlé, je sais plus c'était avec qui, mais tu en avais parlé de manière assez positive en disant si on retrouve le même Russell Westbrook que sur la série face aux Suns, en fait c'est un joueur valuable. Là on est retombé dans les pires travers de Russell Westbrook et dans une équipe qui joue le titre, d'avoir un joueur aussi important dans les schémas, c'est-à-dire un joueur qui porte autant la balle, comme je l'ai dit, qui a un tel pourcentage d'usage et qui a une telle inefficacité et qui a une telle proportion à créer des pertes de balles, ça handicape grandement et on l'a vu sur la série de playoffs face à Dallas. Alors ok, il y avait des blessures, ok, la dynamique était vraiment pas dans le sens des Clippers et en plus la dynamique était complètement dans le sens de Dallas parce que eux, pour le coup, c'est une équipe qui a réussi à passer la seconde vitesse via des trades, mais notamment sur le post-All-Star Break, contrairement aux Clippers. Et Russell Westbrook a vraiment été extrêmement médiocre sur la série face à Dallas. Et c'est globalement un beau résumé, je trouve, aussi de sa saison régulière, où oui, défensivement, il a fait des efforts, mais globalement, c'est trop peu d'apports pour compenser les défauts majeurs qu'il t'apporte en attaque. Et même d'un point de vue global, même si j'ai pas envie de remettre toute la faute sur Russell Westbrook parce que c'est pas le cas, mais globalement il y a beaucoup de joueurs des Clippers qui font un peu leur carrière low cette année en termes de fréquence de tirs tentés près du cercle. Pourquoi ? Parce que t'as potentiellement Russell Westbrook qui est dans un corner, donc t'attires un défenseur supplémentaire sous le cercle parce que c'est une non-menace. Et de l'autre côté, Russell Westbrook, c'est son carrière high cette saison en termes de 3 points tentés dans les corners. Donc, il y a un truc qui n'a pas vraiment marché du côté de Russell Westbrook. L'association avec James Harden, on avait vu que du côté de Houston, ça n'avait pas non plus été un mariage parfait. Est-ce qu'il fallait le retenter cette saison ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que quand tu te retrouves avec Scoot Anderson dans les stats d'inefficacité et de perte de balle, pour un joueur qui certes arrive en fin de carrière, mais qui est un 6e homme dans une équipe qui joue le titre, c'est grandement handicapant. Je précise que l'homme qui vient de dire tout ça est fan d'OKC. Voilà, c'est. Mais je suis pas le plus grand fan de Westbrook. Non, mais je précise au cas où. Non, mais alors, en effet, pour moi, le truc, c'est que le run de playoff 2023, donc l'an dernier, quand Kawhi et Paul George sont blessés et qu'il a un peu les rênes,
Pour moi, ça montre et ça démontre qu'on est passé à côté d'une fin de carrière qui aurait pu être bien meilleure. Parce que Westbrook, pour moi, le vrai bon Westbrook, c'est le Westbrook qui est dans une équipe qui a besoin de sa création. Voilà, assez clairement, c'est un mec, on connaît le jeu off-ball, il a pas trop ça, il a pas de shoot, et donc c'est un peu compliqué. Et toute sa valeur, c'est quand il peut être ce détonateur, ce créateur de décalage. Voilà, ça, on le sait, c'est ça. Donc forcément, un profil comme ça, il n'est pas là pour être en complément sur le terrain en tant que shooter off-ball. Il n'est pas là. Alors, il aurait pu se transformer comme ça. Il aurait pu faire une fin de carrière à la Bruce Brown, cette espèce de arrière polyvalent qui pose des écrans, qui plonge au panier, etc. On l'attend depuis Houston en 2020. C'est jamais complètement venu. Donc, mettons un peu ça de côté. Mais pour moi, comme dit, ce run de playoff 2023 prouve qu'on est passé à côté de ça parce que la valeur d'un Westbrook, c'est quand il est à la création offensive. Et il est jamais mieux que dans une équipe plutôt typée défensive, donc avec un niveau de talent assez limité, mais auquel lui va ajouter sa création. Et pour moi, le bon modèle, c'est ça. Surtout sur une fin de carrière. Je te parle pas de il y a 10 ans où il était déjà top 10 ou top 15 NBA, ok, mais là, actuellement, sur une fin de carrière, où il est forcément un peu moins bon que dans son prime, pour moi, le modèle, c'est ça. C'est le round de playoff 2023 et c'est la saison Washington 2021. Voilà, tu prends des équipes comme ça, tu donnes la balle à Westbrook, tu as besoin de ça, c'est dans ces contextes-là qu'il apporte de la valeur. Or, du coup, je suis un peu... c'est un peu dommage, parce qu'on est un peu passé à côté de ça sur les 3 ou 4 dernières années, quoi. Entre l'année aux Lakers, où, voilà, comme par hasard, on le met à côté d'un autre porteur de balle dominant, ça marche pas. Oui, évidemment. Et puis, tu le mets aux Clippers, où il y a déjà Kawhi et Paul George. Bon, ça marche pas top, et bon, heureusement, ensuite, ils se sont blessés, il a pu reprendre un peu plus de sa valeur sur ses playoffs. Et puis, de nouveau, là, tu le mets avec Kawhi, Paul George, et en plus James Harden. Non, c'est pas que lui est mauvais, même si je pense qu'il y a une partie de lui de déclin, mais c'est aussi que en fait tu n'utilises pas l'outil de la bonne manière, quoi. Si t'as un marteau mais que tu essaies de dévisser une vis sur le mur, tu vas pas y arriver, quoi, Constant. Ah oui, non, déjà, je suis pas très bricolage de base, mais oui, mais c'est de toute façon. Tu sais, marteau, c'est le truc pour taper sur les clous, Constant. Ouais, ça encore, je sais faire. Mais après, marteau, je sais pas. C'était Blake qui s'était blessé en tapant, je crois, sur un assistant. Enfin bref. C'est les Clippers, c'est dans le thème, on va dire. Mais non, mais sur Westbrook, il me semble aussi qu'on l'avait dit l'an dernier, mais que c'est un superbe élévateur de plancher. Mais par contre, quand il faut jouer le plafond, c'est très difficile parce qu'il te pose énormément de problématiques. Et même sur les line-up, ils ont essayé, enfin les Clippers ont essayé du mieux possible ou au maximum de ne pas le faire évoluer avec James Harden. Pour vraiment avoir, Westbrook, Harden, les deux peuvent difficilement jouer off-ball, donc on va essayer au moins d'en enlever un, et quitte à dire, on va essayer de maximiser la relation entre Westbrook et Paul George qui est beaucoup plus capable d'évoluer off-ball, ou entre Westbrook et Kawhi Leonard qui est un joueur qui a un des taux d'usage ou un des taux de touche, justement, comme tu en as parlé, au total, parmi les plus faibles chez les superstars. C'est-à-dire que c'est une superstar qui touche assez peu la balle comparé à son niveau réel. Mais oui, ça, dans tous les cas, ça n'a pas fonctionné, même si on regarde les ratings. Alors, je ne suis pas toujours le plus grand fan de cet outil-là, mais si tu regardes les ratings, les Clippers, lorsque Russell Westbrook n'est pas sur le parquet, ils sont meilleurs que lorsque Russell Westbrook est sur le parquet, et ce, avec tout type de configuration, c'est-à-dire que ce soit avec Kawhi Leonard sur le parquet, que ce soit sans Kawhi Leonard, que ce soit avec James Harden, que ce soit avec Paul George, ils ont essayé de le mettre un petit peu en dynamiteur de seconde unit ou en tant que potentiel titulaire, et encore, ils l'ont même pas utilisé comme ça si jamais il venait à y avoir des blessures. Sauf que la problématique, c'est qu'il y avait déjà un autre dynamiteur de seconde unit qui était présent, et finalement, ce joueur-là s'est un peu retrouvé, résumé à prendre des catch and shoot à 3 points. Et ce joueur-là, c'était Norman Powell. Je grossis volontairement le trait, mais c'était un petit peu ça. Et je trouve que, les Clippers n'avaient peut-être pas besoin de l'ajout de Russell Westbrook, en tout cas cette saison, parce qu'ils avaient déjà un effectif qui en l'état était cohérent. Ils ont essayé de le ramener un petit peu, de l'utiliser un petit peu soit en tant qu'énorme porteur de balle, comme c'était le cas sur les playoffs 2023, pour essayer de développer une relation avec les Danny Tice ou les Mason Plumlee, mais là aussi ça n'a pas trop fonctionné cette saison, contrairement à l'an dernier, ou alors pour essayer d'amener de la pression au cercle. Et effectivement, si on regarde les fréquences de tir, c'est sa plus grosse saison en termes de pourcentage de tirs tentés près du cercle de toute sa carrière. Il est à 52%, là où la plus grosse année, c'était déjà à Houston, donc à côté de James Harden, où il était à 49%. Mais par contre, le problème, c'est qu'on est sur un joueur qui amène beaucoup de pression près du cercle,
mais dont l'efficacité est assez moyenne, puisqu'il était à 59% de réussite au cercle cette saison. Au niveau de son poste, c'est à peine dans le 40e centile, c'est-à-dire qu'il y a 60% des joueurs à son poste qui font mieux. Donc oui, tu amènes de la rim pressure, mais quand la rim pressure quand la rim pressure est là, mais que l'efficacité est moyenne, voire même un tout petit peu en dessous de la moyenne, ça crée pas tant de décalage chez les défenses adverses. Pour moi, il y a utilisation d'un côté et niveau individuel. Et je trouve qu'avec ce trade aux Lakers, puis la période un peu aux Clippers, ça depuis 2 ans, hormis donc les playoffs 2023, mais pour moi, on passe un peu à côté de, tu vois, s'il aurait pu faire 4-5 années d'affilée à la Wizard 2021, je pense qu'on aurait eu encore un joueur qui aurait été valuable. J'ai presque dit, j'allais dire qui aurait été perçu, mais non, qui aurait été plus valuable dans un rôle différent, avec sa création amplifiée, avec un gros volume. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est pour le côté utilisation. Après, c'est vrai tout de même que sur le niveau, cette fois-ci, je pense qu'on est aussi un peu obligé de constater un certain déclin, mais enfin voilà, qui est assez logique. Il a quoi ? Il a 36, 37 ans 35. 35, ouais, mais qui s'appuie tellement sur son explosivité. Et paradoxalement, c'est ça qui est un peu bizarre peut-être pour beaucoup, mais paradoxalement, il s'appuie aussi, il s'est toujours beaucoup appuyé sur l'explosivité, y compris sur le jump shot. C'est ça qui est particulier avec lui, c'est que on peut dire, ouais, le jump shot, ça reste et tout. Tu peux, en plus, avec l'âge, tu deviens un meilleur shooter, tu peux rester dans le corner et mettre un catch and shoot comme Jason Kidd. En fait, non, parce que lui, sa force a toujours été cette explosivité, notamment sur des arrêts brutaux, brutaux, je sais plus parler français. Il fait un arrêt brutal, plutôt on va le dire au singulier. Il fait un arrêt brutal en pleine course, il s'élève avec cette explosivité et avec ses qualités athlétiques incroyables. En fait, il arrivait à trouver une certaine forme de stabilité en l'air là-dessus, et donc ensuite déclencher le jump shot. Et donc, bon, je développe pas le côté moins explosif, moins de jus, le panier est moins efficace, évidemment, mais même sur le jump shot, je veux dire, on sent qu'il y a plus autant de jus, et donc il y a plus ce côté, il y a plus le pop sur le jump shot. Au-delà même du côté tranchant, même l'élévation en termes de jump shot, elle est plus aussi grande qu'avant, et je trouve qu'on n'a pas du tout le même rythme, quoi. Tu vois, toi t'as connu les grandes années Westbrook à OKC, voilà, on n'a pas du tout le même jump shot, quoi. Donc c'est là-dessus où paradoxalement la perte de physique et d'explosivité l'affecte un peu dans tous ces domaines-là. Après, voilà, j'ai aussi noté, toi tu dis la fréquence au panier a été très grande, mais peut-être aussi parce qu'il prend un peu moins de shoot ailleurs, justement. Mais j'avais noté une stat sur lui qui était 99. C'était son free throw rate plus en anglais, donc son taux de lancer franc ajusté à la moyenne, 100 étant défini comme la moyenne, donc 99, ça veut dire que son score était 1% plus bas que la moyenne. Constant, c'est un score de lancer franc, de provocation de lancer franc, c'est son plus faible en carrière, et c'est la première fois de sa carrière qu'il est en dessous de la moyenne en termes de lancer franc, de taux de lancer franc. Voilà, ça pour moi c'était le meilleur indicateur de, en effet, ce déclin physique qui fait que il a plus du tout le même pop pour aller provoquer les fautes, et cette explosivité qui en faisait un danger constant, quoi. Ce côté première fois de sa carrière qu'il est en dessous de la moyenne sur la provocation de lancer franc, pour moi est un assez bon indicateur de voilà, on est aussi sur la fin d'un joueur qui était à ce point explosif et qui aujourd'hui logiquement l'est moins, quoi. Oui, je pense que voilà, c'est pas le podcast rétrospectif de la carrière de Westbrook, mais je pense que il a perdu l'explosivité à partir du moment où il se fait réopérer au ménis, donc c'est l'été 2019. Et l'été 2019, c'est le premier été où tu as une chute drastique en termes d'efficacité, que ce soit au lancer franc, que ce soit sur les jumpers, que ce soit près du cercle. Il me semble que 2018-2019, il doit être à 90, je crois, de true shooting plus. Donc, comme tu l'as expliqué, 10 points en dessous de la moyenne NBA. Et il n'est jamais remonté après au-dessus de la moyenne, voire même largement en dessous. Je pense que c'est un mix des deux, en fait. C'est l'utilisation, c'est le refus ou l'impossibilité de changer de style. Parce qu'en soi, comme tu l'as dit, dans quel autre domaine pourrait évoluer Russell Westbrook actuellement ? Il fait ce qu'il a toujours fait. Et le problème, c'est que tu n'as pas de variété dans le jeu. Tu vois, tu parlais du fait que tu as des grands meneurs qui ont réussi à s'adapter, type Jason Kidd, pour devenir des shooters dans le corner. Le problème, c'est que Westbrook, il n'a pas la qualité pour devenir un shooter dans le corner. Donc, tu es obligé de faire ce qu'il a toujours fait, sauf que comme les capacités athlétiques baissent, ça devient beaucoup plus difficile. La provocation de lancer est beaucoup moins importante. Ça perd de plus en plus de balles sur les drives. Et je trouve que ce qui reste encore un petit peu, j'en ai parlé en disant que ça avait été moins développé que l'an dernier, mais c'est potentiellement l'association avec le rollman où il est toujours intéressant au niveau du passing. Mais sinon, sur de la création individuelle et vraiment sur du scoring pur, c'était déjà pas simple depuis même les Wizards. Franchement, les Wizards, en termes de playmaking, il est exceptionnel, mais en termes de création individuelle, c'est assez faible.
Et là, je trouve qu'on est arrivé sur un moment où tu te dis, peut-être qu'on est dans une situation où c'est difficile d'avoir un joueur comme Russell Westbrook dans ta rotation avec beaucoup de minutes si tu as des ambitions sportives, quoi. Et c'est très dommageable parce que, voilà, c'est je sais pas, tu le mets, aller aux Bulls, il y aurait trop de porteurs de balles pour qu'il soit valuable, mais dans une équipe de jeunes, je pense que, comme tu l'as dit, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait les aider. Mais là, dans une équipe où son rôle est réduit, de facto, c'est moins bien. Alors qu'on a plutôt tendance à dire que plus ton rôle réduit, plus tu peux gagner en efficacité. Là, justement, c'est un peu contre-productif d'avoir Westbrook sur un temps de jeu réduit, mais sur un échantillon qui est le même, on va dire. Enfin, le volume est le même, mais sur un échantillon plus petit et un temps de jeu plus petit. Disons que 2021 Wizard, c'était pas parfait, mais c'était quand même pour moi l'optimisation la plus grande de son profil et de sa valeur. Et on aurait pu continuer à avoir ça encore 3-4 ans et malheureusement on l'a pas eu. Donc ça pour moi c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et puis pour les Clippers aussi, c'était pas forcément le bon ajout à côté de ce genre de star à mon sens. On verra l'an prochain à Denver qu'est-ce que ça donne. Et bien moi de mon côté, troisième stat du jour, je vais proposer 57. 57. C'est le pourcentage de paniers assistés de Paul George. Puisqu'on est quand même obligé de parler de Paul George. On fait un bilan 2024. Il n'est pas encore aux Sixers. Enfin, si, il y est maintenant, mais non, on parle du bilan. Et donc, 57% de paniers assistés, qu'est-ce que ça veut dire ? 57% de ces paniers étaient consécutifs à une passe décisive. Donc, a priori, créé par autrui. C'est un peu comme ça que ça marche généralement, même s'il y a toujours des imprécisions de calcul, vous le savez. Mais voilà, grosso modo 57. L'an dernier, on était à 42. Donc pour vous dire, l'an dernier, à peine 42% de ces paniers étaient assistés. Cette année, 57, c'est un bond qui est assez phénoménal. Et c'est pour dire, hein, ça le fait passer. Donc l'an dernier, il était au niveau de mecs comme Jamal Murray, Tyrese Maxey ou Devin Booker. Voilà, 42%, on est à peu près dans cette zone-là, hein, de créateurs en termes de auto-créé versus assisté. Et 57%, c'est plutôt la zone de Joel Embiid, mais parce que c'est à l'intérieur, donc il y a aussi plus de catch and finish, évidemment. Mais Adebayo, Malik Monk, Jaren Jackson, voilà, on est quand même sur un jump assez phénoménal, et ça faisait quelques saisons qu'il était autour des 40% de paniers assistés, comme un peu à la Booker, quoi, un peu ce côté profil assez équilibré, assez poulet blanc, qui peut beaucoup créer, mais qui est aussi un peu assisté. Et là, cette année, on n'a pas eu un peu assisté, on a eu beaucoup assisté. Et comme dit, c'est un jump assez phénoménal, qui je pense est dû aussi à la présence et l'ajout de James Harden, hein, forcément. Quand dans la hiérarchie, t'es numéro 2, avec beaucoup de création, et que d'un coup Harden arrive pour tenir la balle, et c'est lui qui est le passeur pendant que toi tu fais des sorties d'écran, c'est quand même plus simple. Hein, donc c'est pas aussi caricatural que c'est devenu Duncan Robinson, évidemment, mais voilà, l'ajout d'Harden a fait qu'on a eu un profil plus assisté. Et après, la question que j'ai, moi, c'est est-ce que ça en fait forcément un joueur moins bon, le fait qu'il ait moins de création? Je serais assez curieux de voir ta réponse, mais tu vois, moi, pour le coup, cette année, on a eu du coup un Paul George qui a été très efficace, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, son plus haut score depuis la saison 2017. À l'époque, il était encore aux Pacers, alors que, tu vois, l'an dernier, avec plus de création qui était voulue par lui et plus de tirs qui étaient créés par lui, on était à peine au plus 1% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui, voilà, c'est pas mal, c'est dans la moyenne, on va dire, alors que plus 6, c'est quand même assez costaud, quoi, pour le coup. Donc on a ce bond d'efficacité, et en un sens, moi j'aime beaucoup Paul George depuis ses débuts. Je trouve qu'il n'a jamais vraiment été chapeau en termes de manipulation de défense, passing de haut niveau, etc. Donc finalement, tu vois, le voir être toujours avec un gros volume, beaucoup de ballons, beaucoup de tirs, mais aussi replacé dans des tirs peut-être parfois un peu plus faciles, qui vont aussi exploiter son shooting d'élite, hein, parce que c'est encore 41% à 3 points depuis qu'il est arrivé aux Clippers. On n'a que des saisons à 41% quasiment, à part une fois à 37, mais 41, 37, 41% sur les vraies saisons où il a fait beaucoup de matchs. Mais voilà, je trouve que c'est aussi une utilisation assez intelligente de son profil, où on lui demande moins la création pure, et un Harden plus meneur de jeu dans l'âme va apporter la balle et va lui faire des systèmes pour lui. En fait, ça permet aussi d'avoir un joueur qui est défensivement, pour moi, est toujours aussi étincelant, et qui en attaque est plus efficace. Donc est-ce que vraiment c'est une moins bonne version parce qu'il se crée moins son tir, il a moins de fade-away constant? Non, c'est toute la problématique du joueur qu'est Paul George, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une première option, c'est une deuxième. C'est au mieux une deuxième option entre guillemets, mais quand tu vois, comme tu l'as dit, les saisons où il est en tant que deuxième porteur de balle, voire même premier porteur de balle, parce qu'encore une fois, Kawhi n'est pas un joueur qui porte énormément la balle. Je pense que sur le
taux d'usage de la saison passée, même par match, les deux doivent être assez proches au total, et je pense même que Paul George doit pas être loin de la première place. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est une évolution. Il a plus été finisseur que vraiment créateur de son propre tir cette saison, et du coup, ça influe grandement sur le jump d'efficacité qu'il a eu. Je pense que la saison 2021-2022, justement, il y a que 31% de ses paniers qui sont assistés. Pourquoi ? Parce que c'est la saison où Kawhi Leonard c'est la saison post-blessure de Kawhi Leonard, donc la saison blanche, où il est le principal initiateur de l'attaque, donc il est obligé de tout créer. Deuxième saison, c'est le retour de Kawhi Leonard, mais sans réellement de guard play. Donc c'est toujours lui qui a un petit peu responsabilité à la création, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Et là, comme tu l'as dit, cette saison t'amène vraiment du gros guard play avec la présence de James Harden, donc forcément un peu plus finisseur. Il revient un peu plus dans ce rôle de joueur off-ball qu'il a pu être par le passé. Mais au final, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir quelles sont les zones où son jump de pourcentage de panier assisté est le plus important. Et si on regarde par exemple entre la 2021-2022 et la 2023-2024, il passe de 18% de panier assisté au cercle à 61% de panier assisté. C'est un jump qui est énorme. Et là, du coup, beaucoup plus dans ce rôle de finisseur que vraiment de je pose le dribble, je vais driver, je vais essayer de finir au panier. Donc oui, c'est un choix de toute façon, que ce soit pour Kawhi ou que ce soit pour Paul George. Si on regarde leur ratio assist par usage, donc le pourcentage de passes décisives divisé par ton ratio, il a baissé, que ce soit pour Paul George ou que ce soit pour Kawhi. Donc c'était une intégration logique de James Harden. Après, est-ce que ça en fait un joueur meilleur ? Je sais pas. C'est libre à chacun de juger. Je pense que c'est deux joueurs différents, mais qui ont peut-être contribué à faire que, malgré l'âge, cette décharge un petit peu de responsabilité offensive de Paul George a amené à plus d'efficacité, surtout à un joueur tout aussi bon défensivement, parce que, comme tu l'as dit, il n'est pas le joueur le plus flashy, c'est pas celui qui va systématiquement défendre le porteur de balle adverse. Par contre, off-ball, il est toujours d'excellente facture. Après, moi, je sais que je penche toujours du côté... Enfin, je penche souvent du côté, plus le joueur est efficace, mieux c'est, quoi. Mais c'est à contrebalancer avec... peut-être certains diront... oui, mais ce qui a aussi de la valeur, c'est de la création pure. Donc, un mec qui est aussi relégué à plus d'assistanat, entre guillemets, en termes de panier, ça a aussi un peu moins de valeur, forcément, que le mec qui va prendre de l'isolation, faire de la création pure, faire ce qui est le plus dur au basket. Donc, je peux comprendre aussi. Après, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette version parce que, comme dit, on est vraiment sur un shooter d'élite. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte, malheureusement. Je sais pas si on s'en rend compte, mais voilà, plus de 40% depuis quelques années, sachant que c'est quand même un bon shooter de base, Paul George, et que avec les années, on le sait, le shoot a tendance à venir de plus en plus. Sans aller à l'exemple de Jason Kidd, comme on fait à chaque fois, où il arrive en NBA, il n'a pas de shoot, et puis à la fin, il finit troisième meilleur shooter de l'histoire de la ligue en termes de volume total. Mais voilà, le jump shot, c'est mémoire gestuelle, donc ça a tendance aussi à s'affiner de plus en plus avec les années, surtout donc, comme on a un Paul George qui part d'assez haut. L'exemple de Paul George montre ça. L'exemple aussi de Kawhi Leonard, avec un shot making aussi, pareil, qui n'arrête pas de progresser, on va en parler, je pense. Mais voilà, moi j'aime bien ça, et puis je pense aussi que là où je suis sans doute en décalage avec beaucoup, c'est la défense. Pour moi, on a même en 2024, encore un des tout meilleurs défenseurs de NBA. Alors, face à l'homme, ok, peut-être plus aussi élite que ça a pu être avant, parce qu'il y a forcément un peu de perte de mobilité, navigation d'écran, etc. Où, voilà, vous prenez la version d'il y a 10 ans, c'est un phénomène. Le mec, en playoff 2013, il se tape LeBron James, mais donc, il se tape aussi de faire des sorties d'écran et Kyle Korver. Voilà. Il se tape aussi Carmelo Anthony. Il fait à peu près tous les profils possibles imaginables. Donc, ok, c'était une anomalie. Mais donc, on-ball, peut-être un peu moins bon, logiquement. Mais par contre, dans l'intelligence et le volume off-ball, ça reste un des meilleurs ailiers défensifs de NBA pour moi. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner côté Sixers. Mais on sort un peu du bilan. Mais voilà pour cette saison de Paul George qui, je pense, peut-être laissera un goût un peu amer pour certains fans. Peut-être parce que individuellement c'est pas aussi bon qu'attendu, peut-être que parce qu'il n'y a pas eu le titre au bout, peut-être les blessures, je sais pas, mais voilà, je pense qu'on a quand même affaire à un joueur assez intéressant et qui, comme dit, cette année il a été replacé dans un autre rôle, un rôle différent, mais tout de même assez intéressant, je pense. Ouais, je sais pas trop. Enfin, j'ai lu un petit peu les avis de la fanbase un peu US des Clippers sur le départ de Paul George. Il y a beaucoup moins de regrets, je trouve, que ce que j'aurais pu avoir.
je trouve que s'il y a des fans des Clippers qui nous écoutent, vous pouvez vous manifester dans les commentaires sur YouTube, par exemple. Comme ça c'est bien pour le référencement du Basket Club, ça aide bien les commentaires. Mais un petit peu sur ce départ de Paul George, où j'ai vu que la communauté US des Clippers n'était pas la plus fan de Paul George, où ça peut lui reprocher parfois un petit peu de dilettantisme, on va dire, ou un gap un peu élevé dans ses performances, et souvent au sein d'un même match. Donc voilà, les fans des Clippers ont vu plus de matchs des Clippers que moi, donc je me fie un petit peu de leur avis. Mais lors de son départ, j'ai vu certains fans qui, forcément, c'est une déception de perdre Paul George contre rien, mais qui n'étaient pas non plus si frustrés que ça du départ. Donc à voir ce que ça va donner du côté des Clippers, mais voilà, c'était un petit peu pour pondérer de ce côté-là. Ouais. Non, mais après, on va pas faire un podcast d'1 heure là-dessus, sur le trade, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris qu'ils aient pas voulu mettre cette année supplémentaire qui était voulue par Paul George, parce que certes, ça aurait été embêtant à la 4e année du contrat max qui est réclamé. Ok, ça aurait fait cher dans 4 ans, mais l'année 1, 2, voire 3, ça aurait valu le coup parce que t'aurais Paul George, quoi. Et là, c'est vrai que tu veux pas, pour ne pas payer trop en 4e année ou 3e année, bah tu payes pas du tout dès l'an prochain, en 25 et 26, et donc tu l'as pas du tout, quoi. Donc c'est un peu, j'ai assez étonné de tout ça, en fait, hein. J'ai l'impression qu'à chaque stat on y revient un peu, mais ce côté, Kawhi il a été prolongé et Paul George non. Est-ce que ça a créé des perturbations dans le vestiaire? Est-ce que le cas Paul George, c'est pas ça qui a... Enfin bref, je sais pas trop. Je suis un peu déçu que ça se finisse comme ça finalement, parce qu'en plus, bon bref, on en reparlera. Mais voilà, un peu étonné en tout cas de ce départ, un peu étonné. On peut donc avancer. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Clippers 2024? Alors ma 4e stat du jour, c'est moins 11,4. Ah, je l'ai aussi. Ah bon, bah voilà. Est-ce que c'est une défense au panier? Oui, tout à fait. D'un pivot. Ah, je t'en prie, vas-y. C'est la perte d'efficacité des équipes lorsqu'elles attaquent au panier et lorsque le tir est défendu par Ivica Zubac. Donc 11.4 de perte d'efficacité, on est sur élite, il me semble. J'ai plus en tête quels sont les leaders exacts en termes de perte d'efficacité. Ah bah, je peux te dire, hein, moi j'avais noté 4e de NBA parmi les joueurs qui défendent plus de 5 tirs par match au panier. Donc parmi les gros volumes, il est 4e derrière Porzingis, Gobert et Walker Kessler, le phénomène. Mais voilà, donc il est élite, hein, clairement. Voilà, tu avais mieux noté la stat que moi, alors que c'était la stat que je voulais mettre en avant. Mais pour moi, c'est un peu tout le paradoxe d'Ivica Zubac, c'est-à-dire que c'est une blague qu'on aime, enfin une blague. C'est un sujet qu'on aborde souvent au sein de la team de Kebdo, c'est quel est le joueur un petit peu médiane en NBA ou à son poste. C'est-à-dire, vraiment, il y a 50% des titulaires à son poste qui font mieux, et il y a 50% des titulaires à son poste qui font moins bien. Et souvent, moi, je dis Ivica Zubac. Moi, je dis au poste de pivot, la médiane, c'est Ivica Zubac. Et en fait, le truc, c'est, pour moi, c'est un paradoxe dans le sens où il a énormément de qualités, mais pas suffisamment pour qu'elle soit impactante. Et il a des défauts qui sont inhérents, on va dire, à son physique et qui, eux, sont extrêmement impactants, mais négativement. C'est-à-dire que Ivica Zubac, comme on l'a expliqué, c'est un joueur qui provoque, c'est un bon protecteur de cercle qui provoque une perte d'efficacité importante chez les équipes adverses. La stat est impondérée parce qu'elle n'est pas individuelle, elle est collective et que ça peut être lié à d'autres facteurs. Mais même si vous prenez les on-off en termes de fréquence des équipes adverses, lorsqu'il est sur le parquet, les attaques adverses tentent 6,4 tirs de moins près du cercle que lorsqu'il n'est pas sur le parquet. Il est dans le 99e centile, donc il fait vraiment partie de l'élite de l'élite. Et l'an dernier, il était déjà dans le 99e centile. Sauf que vous vous dites, puisqu'il conteste énormément de tirs et que les équipes donc ont eu un taux de réussite près du cercle qui est moins important, ça va amener potentiellement plus de jeux de transition. Sauf que non, puisque lorsque Ivica Zubac est sur le parquet, les Clippers jouent moins de transition que lorsqu'il n'est pas sur le parquet. C'est vraiment tout le paradoxe de Zubac. Bon protecteur de cercle, offensivement un bon joueur, notamment sur du post-up, mais pas suffisamment bon sur le playmaking et sur le rôle un petit peu de connecteur pour être une réelle menace. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu la médiane au poste de pivot, c'est-à-dire que il a énormément de qualité,
c'est un joueur vraiment, c'est un joueur qui est utile dans une rotation. On l'a vu notamment, je crois que tu en avais parlé dans l'hebdo aussi, la victoire face à Denver, où tu avais fait peut-être un thread tactique, la victoire face à Denver en mars, où il fait une super défense tout au long du match sur Nikola Jokic. C'est un excellent défenseur de post-up, excellent protecteur de cercle, mais qui n'arrive pas à avoir soit la mobilité pour créer du jeu de transition, soit vraiment le connecting ou le playmaking pour être une menace sur de l'offense sur du post-up, quand bien même il est efficace dans ce domaine. Bah, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a un domaine où il est relativement élite, je sais pas, mais en tout cas extrêmement bon, c'est la défense du panier. Après voilà, élite, tu vois, je le mettrais pas au niveau de Gobert ou autre comme ça, mais c'est vrai qu'en protection de panier, il est très 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 solide, notamment parce qu'en fait il est extrêmement épais. Et donc tout ce qui est un peu le jeu de verticalité, en fait les mecs ils l'attaquent et ils rebondissent sur son torse, quoi. J'exagère, mais c'est un peu l'idée de très grand, assez massif. Et donc sur ce jeu de verticalité, il est vraiment très bon et donc il va affecter beaucoup de tirs au panier. Mais le problème, c'est qu'il est peut-être pas assez, justement, il est peut-être pas assez transcendant là-dessus pour que à lui seul, à elle seule, pardon, cette qualité fasse de lui un titulaire à autant de jeux. Et par ailleurs, voilà, c'est vrai qu'il a d'autres aspects du jeu où ça bloque un peu, c'est-à-dire qu'en attaque, il a pas trop de shoot, le passing non plus, et donc en gros c'est un finisseur vertical, mais pas vertical, élite explosivité, juste un peu catch and finish, quoi. Et il le fait bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ça, un peu de post-up, un peu de verticalité, mais pas de passing, pas de jump shot, et donc ça limite forcément un peu l'impact offensif, quoi. Donc je trouve que c'est un profil hyper intéressant. Je pense que peut-être dans une équipe un peu différente, qui aurait d'autres ambitions et qui aurait peut-être pas forcément cette possibilité, cette carte à jouer parfois de le fameux small ball, le line-up switch all qu'ils aimaient bien dégainer, peut-être qu'il aurait un temps de jeu de 32 minutes par match dans une autre équipe et que ce serait, on le verrait beaucoup plus gros. Mais je trouve que chez ces Clippers qui aiment bien parfois jouer la polyvalence offensive et défensive avec du small ball et du 5 out en attaque, ou alors parfois tester des séquences un peu en switch all, c'est vrai que ça bloque un peu et tu vois, du coup il a un temps de jeu qui est borderline titulaire en fait, hein. Ok, il commence les matchs, mais on est quoi, 26 minutes par match, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est quand même pas beaucoup, et je pense que c'est un peu l'attaque qui le fait payer ça, quoi. Ouais, et puis tu vois, même sur la série par exemple face à Dallas, il me semble qu'il est à 32 minutes par match, mais pourtant il n'y a pas l'impact. Quand bien même il y a la réussite, on va dire, statistique, que ce soit sur l'adresse ou en attaque, il n'y a pas l'impact. Et surtout, défensivement, je trouve qu'il a énormément souffert sur que ce soit Daniel Gafford ou que ce soit sur Derek Lively. Il me semble, oui, c'est ça. Son différentiel, il est à 1.5, mais en positif sur les tirs près du cercle. Alors, c'est à minimiser parce que ce n'est que 6 matchs, donc c'est un petit échantillon. Et si on compare l'échantillon sur l'intégralité de la saison régulière, alors forcément, en régulière, il est tombé sur des attaquants moins forts. Et il n'est pas tombé à chaque match sur Luka Doncic qui envoie des lobes pour Daniel Gafford ou pour Derek Lively. Donc forcément, ça joue. Mais ouais, je trouve que c'est un joueur qui... c'est un peu un joueur de saison régulière. C'est-à-dire que c'est un joueur de 82 matchs, qui est capable d'avoir de l'apport sur 82 matchs, quand bien même il a des défauts, notamment sur la mobilité ou le passing. Par contre, c'est pas un joueur de 16 matchs, parce que c'est un joueur qui te pose trop de problèmes pour le rendement offensif qu'il peut avoir, surtout que comme tu es dans une situation où, comme on l'a dit, tu as 3 voire même 4 énormes porteurs de balles, son rendement offensif se limite à un peu de post-up, de la verticalité et du rebond. Je trouvais que tu étais un peu sévère, et puis finalement j'étais en train de regarder où est-ce qu'il aurait été un gros titulaire parmi les équipes de playoff, tu vois. C'est vrai que Boston, New York, non, Milwaukee, non, Cleveland, non, Orlando, peut-être un peu plus Orlando, mais Orlando, Indiana, on n'est pas sur des tops équipes de playoff non plus. Philadelphie, non. Miami, je pense pas non plus. Non. KC, Denver, Minnesota. Clippers, c'est des titulaires, mais comme dit, ils collent pas totalement à certaines. Voilà, la force des Clippers, c'est aussi parfois de déployer ces fameux schémas très dynamiques, attaque et défense, quoi. Donc, ils rentrent pas totalement là-dedans. Dallas, non. Peut-être Phoenix. J'aurais bien imaginé taper du 33 minutes par match chez ces Suns là, peut-être. Ouais, c'est un peu mieux que Nurkic. C'est ça, mais du coup, en effet, je pense qu'on est sur le joueur médian de NBA, comme tu dis. Parmi les pivots, on est 15e meilleur titulaire sur 30, quoi, pour le coup. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il me fait aussi penser un peu à Poeltl aussi, tu sais, de Toronto. Ouais, il y a que Poeltl qui est un protecteur de panier sous-estimé, bon finisseur, même encore un peu plus vertical, un peu plus fluide, agile, mais qui a pas grand-chose non plus d'autre, quoi. Alors, Zubac est quand même meilleur sur post-up et sur un peu de création, punir des mismatchs, etc.
Et puis il est aussi élite au rebond, hein, pour le coup, Zubac. Pas sur ses rebonds à lui, mais sur mobiliser des box-out sur le rebond offensif, ou alors à l'inverse, lui faire des box-out et aider à impacter l'équipe et sur le rebond défensif. Mais ouais, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais force est de constater que je suis pas sûr que ça colle complètement dans cet ADN des Clippers. On verra peut-être pour l'an prochain du coup, peut-être. Donc en effet pour Zubac, à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu m'interromps. Mais sinon, où est-ce que je vais partir ? 1,14. Je vais partir sur ça, ma 4e stat du jour, 1,14. Ce sont les points partir de James Harden sur Drive, justement, sur Drive. Et ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais 1,14 points par tir sur des tirs en fin de drive, c'est 25e sur 57. Parmi les joueurs qui sont des gros drivers, donc plus de 10 par match, 25e sur 57. Et bon, c'était aussi une petite stat pour continuer à montrer le déclin qui s'opère petit à petit, mais qui est assez logique, hein, là encore, vu l'âge. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui en fait était dans son prime le meilleur driver de NBA ou le deuxième, troisième, quoi. Assez clairement. Il a fait des scores deuxième partie des années 2010 qui étaient des scores un peu à la Luka Doncic actuellement, quoi. C'est-à-dire 10, 15, 20% d'efficacité par rapport à la moyenne, quoi. Et avec première place, deuxième place, bref. C'est un driver d'élite qui, là, commence un peu à rentrer dans le rang, on va dire. Donc plutôt, on n'est pas totalement à la moyenne, mais on n'est plus du tout tout en haut comme ça a pu être le cas pendant longtemps. Donc, forcément, là encore, déclin physique veut dire moins d'impact sur drive, c'est un peu ce qu'on voit là. Et avec cette stat totalement délirante là aussi, qui rejoint un peu ce dont tu nous as parlé sur l'isolation tout à l'heure. Mais en fait, si tu prends non pas les points par tir, donc une espèce de productivité générale, lay-up, efficacité lay-up plus lancer franc, donc si tu retires les lancers francs, et donc tu regardes juste l'adresse sur les tirs tentés en fin de drive, il est 56e sur 57. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, pour souligner à quel point, en effet, sur ces drives, le lancer franc vient un peu tout sauver, parce que quand il subit pas une faute, il n'y a plus le coup de rein pour aller jusqu'au bout, il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Donc aujourd'hui, il arrive encore à exister, et à bien exister de par ses lancers francs, mais on sent le déclin. Voilà, on sent le déclin de quelqu'un qui a été, comme dit, top 2, top 3 pendant 10 ans, en fait. Et même plus que ça, pour continuer un peu à illustrer ce côté transformation de James Harden. Et en même temps, vous allez voir que pas totalement, mais l'usage aussi était une stat assez intéressante, puisque de 30%, que la barre symbolique des stars, des gros usage, il est passé à 25 cette année sur le site de Cleaning the Glass. Sauf que le site de Cleaning the Glass prend en compte dans l'usage, dans le volume, le passing aussi. Voilà, les assists sont comptés là-dedans. Donc qu'est-ce que je suis allé faire ? Je suis allé prendre celui de Basketball Référence, un autre site qui lui est un usage spécifique au scoring. Et là, on a 20,6%. 20% donc de usage de scoring sur Basketball Référence. C'est la première fois depuis qu'avant Dirk Nowitzki avait une bague. Depuis 2011, tu te rends compte, Constant. Première fois depuis 2011 qu'il a un aussi faible usage en termes de scoring, on va dire. Donc ça, c'est un côté. Le drive qui descend, l'usage qui descend, transformation en meneur pass first petit à petit, en tout cas de plus en plus. Et de l'autre côté, en fait non. En fait, il change pas. C'est ça qui est paradoxal, c'est que le volume continue de descendre, le déclin est là. Mais de l'autre côté, il est en pourcentage de paniers assistés à 32%. À peine 32% de ces paniers sont assistés. Constant, c'est le 4e plus petit score de NBA. Voilà. Donc, c'est là où je trouve ça très marrant, ce déclin de Harden, et c'est le cas depuis déjà 3-4 ans. On voit qu'à chaque fois, le volume descend. Mais par contre, le joueur en soi et son scoring n'évolue pas. C'est juste qu'il score moins qu'avant, mais son scoring ne se transforme pas. On a toujours le Harden qui va se créer ses tirs, qui joue pas autant qu'on voudrait, peut-être off-ball. Et voilà, même aujourd'hui, donc comme dit, avec un usage digne de sa saison sophomore, il est encore, en termes de pourcentage de paniers assistés et de pourcentage de création, donc il est au niveau de Luka Doncic, Trae Young et SGA. Voilà, les trois seuls qui génèrent plus de points de tir par eux-mêmes. C'est tout le paradoxe du déclin, entre guillemets, de James Harden. Oui, c'est peut-être aussi quand on parle un petit peu du vieillissement d'un joueur, on dit souvent la perte d'efficacité, mais un des premiers symptômes aussi, entre guillemets, de la perte de niveau, c'est que tu es capable de faire la même chose que tu faisais avant, mais sur des temps plus réduits ou sur un volume plus réduit. On appelle ça un peu la LeBron James des Lakers depuis 2 ans. C'est que tu fais la même chose que tu fais d'habitude, mais sur un volume un peu moins élevé. Moi, on n'est pas sur l'an prochain, mais
Justement, cette baisse au niveau du volume, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup pour les Clippers l'an prochain de James Harden, parce qu'ils seront beaucoup plus dépendants de son rendement offensif. Mais il y a un point aussi qui est intéressant, c'est que sur les drives, il y a une perte d'efficacité, mais même sur la fréquence de tir tenté près du cercle, il est à 19% de tirs près du cercle tenté cette saison. Il est dans le 34e centile à son poste, enfin les combos, donc dans sa catégorie, dans son archétype, j'ai envie de dire. C'est quasi la seule fois de sa carrière où il est en dessous de la moyenne à son poste. La seule année où il était en dessous, l'autre année où il était en dessous, c'est la 2016-2017 à Houston, où il est complètement dans un rôle de meneur gestionnaire. Enfin, c'était vraiment le meneur titulaire, la révolution un petit peu la première année sous Mike D'Antoni. Et il a complètement abandonné le mi-distance, je trouve. En tout cas, pas complètement, mais il l'a un peu délaissé comparé à ce qu'il avait fait à Philly. C'est-à-dire qu'à Philly, il opérait un peu plus de mi-distance, et même depuis son trade à Brooklyn, il était un peu plus axé sur le mi-distance, un peu moins de cercle depuis sa blessure à l'adducteur face aux Bucks lors des playoffs 2021. Moins d'explosivité, donc moins d'accès au cercle. Et là, il a encore rebaissé le mi-distance. Il est parti sur du James Harden, entre guillemets, classique, c'est-à-dire énormément de tirs à 3 points, énormément de pull-up. Il a quasi 4 3 points tentés en pull-up, donc globalement des step-back sur son volume de tir. Donc globalement, il me semble que c'est 40% de ses tirs totaux sont des pull-up à 3 points, il me semble. Non, c'est 4,6 pull-up à 3 points tentés, même pas 3,8. Donc il est encore sur un énorme volume en pull-up à 3 points. Il a eu l'efficacité cette saison, 38,5. Vu le volume, on est sur une efficacité qui est très correcte, voire même plutôt bonne. Donc voilà, c'est une mutation moi qui m'inquiète un petit peu, dans le sens où il y avait plus de joueurs avec qui il fallait partager la balle, entre guillemets, comparé à Philly, où t'avais des soirs où Joel Embiid était absent, et même lorsque tu avais Joel Embiid, t'avais un joueur de très gros volume, mais tu n'avais entre guillemets que Joel Embiid. Et là, tu avais Kawhi, tu avais Paul George, tu avais Russell Westbrook. Mais à quel point c'est lié aussi à un déclin physique, je sais pas. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, et c'est d'autant plus inquiétant que ils auront besoin de son rendement offensif et de son gros pourcentage, enfin de son gros volume et de son gros rendement en attaque l'an prochain. Ça peut être l'inquiétude. Ça peut être l'inquiétude parce que autant le côté il décline, le volume redescend, mais il reste toujours le même. Ça c'est marrant. Autant Paul George s'en va, et donc en termes de scoring dans la hiérarchie, tu passes de 3e à 2e. J'ai du mal à le voir aussi facilement remonter le volume. En fait, je suis pas sûr que c'était qu'un choix, si tu vois ce que je veux dire. C'était pas que finalement il y avait Paul George et Kawhi, donc allez, je vais me mettre au service, je vais être un meneur passeur, etc. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a aussi une question de déclin, comme on l'a décrit avec le drive, avec tout ça. D'ailleurs, autre stat marrante, c'est le nombre de tirs qu'il a pris, mais qui ne sont pas dans les corners. Tu sais, les tirs à 3 points, corner versus non corner. Il a jamais pris autant de 3 points qui n'étaient pas dans les corners. Pour dire aussi ce côté. Parce qu'il y avait d'autres joueurs dans les corners. Ouais, non mais tu sais, tu dis, ok, il vieillit, le volume descend, il est un peu plus soft-ball. Non, pas du tout. Il a jamais pris autant de 3 points en dehors des corners. C'est pas du tout. Non, il veut pas devenir un joueur off-ball. Et non, mais c'est. Voilà, on suivra pour l'an prochain. Après, je pense que sur ce bilan 2024, pour moi, on acte un peu la fin du James Harden, justement un peu go-to guy, un peu scoring implacable à volonté, à haut volume, qu'on a connu pendant si longtemps. Je pense qu'il peut rester dans un rôle efficace, et très efficace. Il a toujours été hyper efficace, mais il peut rester dans un rôle efficace si le volume reste assez bas. Mais je le vois pas être capable de refaire un gros volume et grosse efficacité. Je pense qu'il y aura perte d'un côté ou de l'autre. Soit il fera aussi bien, mais sans forcément remonter le volume, et on va demander aux nouveaux arrivants, Derrick Jones Jr. et Chris Dunn, d'augmenter le volume. Mais bon, j'y crois pas trop. Soit sinon, lui va devoir augmenter son volume, mais donc l'efficacité va peut-être un peu pâtir. Je sais pas trop. Mais bon, c'est un cas tellement atypique parce que c'est difficile de le juger tellement on sait aussi d'où il part, quoi. C'est un peu comme qu'est-ce qu'il vaut LeBron James. On a tellement d'images d'avant que c'est compliqué de mesurer à quel point il est bon maintenant comparé à il y a 3-4 ans, quoi. Mais ouais, en effet, James Harden. La fin est proche pour James Harden, la fin de génération. Westbrook, Harden, etc. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Clippers 2024 ?
Ouais, j'en aurais une sixième, une petite bonus parce que c'est un joueur que j'apprécie, mais ma cinquième stat, c'est 49,6. Ouais. Tu sais à quoi ça correspond? Est-ce que c'est Kawhi, par exemple? Non, ce n'est pas Kawhi. C'est pas Kawhi, c'est le pourcentage à 3 points en catch and shoot de Norman Powell cette saison. J'en avais déjà parlé l'an dernier. Je remets une petite couche parce que j'adore ce joueur. Il est premier cette année en NBA à ce que j'appelle le jeu du Luke Kennard. C'est-à-dire que le meilleur pourcentage de catch and shoot à 3 points, c'est un peu le jeu du Luke Kennard. Peut-être vous regardez l'an dernier, c'est Luke Kennard. Vous regardez l'année précédente, Luke Kennard est dans le top 3. Il y a toujours Luke Kennard sur les catch and shoot à 3 points. Et la très très bonne saison de Norman Powell. Je parlais de Russell Westbrook en disant que il était utilisé dans le rôle de dynamiteur de banc. Norman Powell aurait dû peut-être potentiellement avoir ce rôle de dynamiteur de banc. Et moi, je trouve que il a même été un petit peu sous-utilisé cette saison. C'est-à-dire que c'était presque un choix de riche, entre guillemets, de dire que t'avais Norman Powell qui était très souvent dans un corner ou alors above the break en jouant en catch and shoot. Et il a énormément sanctionné cette saison. C'est peut-être le joueur, en dehors de peut-être Kawhi, c'est le joueur qui a été le plus régulier cette saison pour les Clippers, en tout cas dans son rendement offensif. Je trouve encore une fois qu'il fait une très bonne saison. Il a réussi à s'intégrer un petit peu à tout type de line-up, tout type de rotation. Quand il y avait du small ball 5 pour sortir Zubac, potentiellement c'était lui qui finissait les matchs. Quand il fallait jouer un petit peu porter la balle sur la seconde unit, c'était potentiellement lui qui était capable de le faire. Quand il fallait essayer de créer un petit peu balle en main, c'était lui qui pouvait le faire. Le seul truc sur lequel il a baissé par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'il est beaucoup moins allé sur la ligne des lancers francs. Il est passé de 146 de free throw rate plus à 92 cette saison. Donc c'est un domaine dans lequel il a vraiment pêché. Il est devenu un petit peu un archétype de spot-up shooter, ce que je trouve un peu dommage, et un peu une sous-utilisation de Norman Powell. Et peut-être que l'an prochain, du coup, il sera un peu plus responsabilisé. Mais voilà, si tu l'utilises vraiment dans un rôle de pur spot-up shooter, la qualité de tir est telle qu'il va être très efficace. Mais voilà, peut-être un petit peu parler de la saison de Norman Powell où, oui, l'efficacité est présente, meilleur pourcentage en catch and shoot à 3 points de toute la ligue, mais peut-être que l'utilisation a été un petit peu du gâchis parce qu'il est capable de faire tellement plus que ça. J'aime beaucoup Norman Powell. Constant, laisse-le vieillir. Hein. Lui aussi, il en approche la trentaine, un mec qui était hyper explosif. Si le taux de lancer franc baisse un peu, c'est pas grave. Oui. Ça va encore, 31 ans. Ça va. Mais effectivement, j'aime beaucoup. Et je m'imagine très bien d'ici 10 ans, si j'ai encore le Basket Lab et tout, parler d'un type de joueur à la Norman Powell ou d'un trophée du Basket Lab à la Norman Powell. Un peu ce côté créateur, mais que pour lui-même. Pas un volume ou une efficacité digne d'être titulaire, mais sur 25-26 minutes de jeu. Une espèce de 5e titulaire et demi qui parfois peut être dans le 5, mais parfois peut aussi sortir du banc. Et quand il est 6e de ta rotation, c'est que tu as une top rotation. Top défenseur sur l'homme, un peu moins sans ballon, pas de passing, mais très propre en termes de turnover. Voilà, je trouve que c'est un archétype particulier, ce Norman Powell. Et je sais plus avec qui j'en parlais. Je confonds un peu tous les épisodes là que j'enregistre. Je crois que c'était avec Titouan, peut-être sur Indiana. On parlait de Mathurin, tu sais, Bénédicte Mathurin qui potentiellement peut se développer en espèce de Norman Powell aussi comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec Powell, c'est ce côté, explosivité de base, qui est plus le shoot, évidemment, le shoot d'élite, comme tu l'as décrit. Et là encore, je pense que c'est un des meilleurs shooters de NBA assez sous-estimé, parce qu'il est à 40% depuis toujours, en fait. Depuis qu'il a un vrai temps de jeu NBA, il est à 40% à 3 points. Mais là où c'est bien, c'est que c'est pas qu'un shooter, il a cette explosivité, ce tranchant et ce slashing, en fait, pour complémenter un peu ce shoot. Donc, quand tu fais un close-out agressif pour empêcher le 3 points, il attaque sur le dribble. Et puis il y a la projection en transition. Et puis un peu de création parfois sur de l'isolation ou pick and roll. Bon, il y a aussi des compromis en termes de défense off-ball, en termes de passing. Il y a quasiment rien en termes de passing. Mais voilà, moi, c'est un archétype que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, c'est un plug and play dans absolument n'importe quelle équipe NBA compétitive. Tu mets un Norman Powell à 25 minutes par match, je pense que c'est vraiment littéralement le joueur qui n'a aucun compromis. Tu peux le parachuter n'importe où, et puis il te fait tes 25 minutes, y compris en playoff, quoi. Ouais. Ah non, complètement d'accord. C'est vraiment il y avait des moments, moi, c'est franchement, on a parlé là de ce run incroyable entre décembre et février. Moi, c'était vraiment tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire Kawhi, Paul George, James Harden offensivement, c'est un cheat code. Pour moi, vraiment l'illustration du cheat code qui était offensivement ces Clippers, c'était Norman Powell en tant que joueur de catch and shoot. C'était à quel point tu as autant
de qualité offensive pour transformer Norman Powell en un joueur de catch and shoot qui a été très efficace en plus. Et même en playoff face à Dallas, il a été plutôt bon. En tout cas, il a toujours eu l'adresse. Donc ouais, moi je pense que, comme tu l'as dit, c'est un joueur que tu peux mettre partout, qui est sur un contrat qui est encore très, très team-friendly cette saison, qui devra d'ailleurs être prolongé la saison prochaine, qui peut poser potentiellement des problèmes aux Clippers. Mais ouais, c'est un joueur que n'importe quelle équipe NBA rêve d'avoir, je pense, dans sa rotation. C'est un peu comme tu l'as dit, le combo guard un peu parfait en sortie de banc. Ouais, le finisseur, mais pas dans le sens finisseur, je reste off-ball dans le corner et je fais mes catch and shoot qu'en fin d'action, quoi. Le finisseur dans le sens, tu donnes la balle, il finit, il crée, mais pour lui-même, quoi. Donc il va finir l'action. Il est en bout de la chaîne. Et ça a aussi de la valeur. La valeur. J'aime beaucoup ce Norman Powell. Petit test, vu qu'on en parle assez régulièrement, on va voir si t'es à jour. Norman Powell qui a joué à la fac de et avec. Bon, alors là, par contre, c'est UCLA, non? UCLA, il a joué avec une légende du basket lab. Nazir Mohamed? Non, c'est avant. Non, je crois qu'il était avec Kyle Anderson et je me demande s'il n'était pas avec Shabazz Mohamed déjà. Shabazz Mohamed, je confonds les Nazir Mohamed et Shabazz Mohamed. Grosse erreur. Kyle Anderson, c'est possible ça. Je crois, hein. Attends, tu me fais douter d'un coup, mais je crois qu'il était déjà là en 2013 avec Shabazz Mohamed. Oui, il était là, Shabazz Mohamed, effectivement. Avec Kyle Anderson. Il n'y avait pas Tony Parker aussi? Le pivot Tony Parker, ouais, tout à fait. Avec le fils de Larry Drew aussi. Larry Drew aussi. Voilà. Le lore du basket lab, il y a Shabazz. Moi, c'est le Tony Parker qui m'a marqué. Oui, à l'époque, le pivot Tony Parker. Le faux Tony Parker. Oui, pardon, pour les nouveaux auditeurs, ou pour les jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait un mec qui s'appelait Tony Parker, qui était un pivot, qui était un prospect NBA. En plus, je crois qu'il n'est jamais vraiment allé en NBA, mais qui s'appelait Tony Parker. Donc nous, les Français, on l'avait retenu, en tout cas, à l'époque, il y a une dizaine d'années. Très bien, voilà pour Norman Powell. Rien de plus à dire qu'à part qu'il est bon. Il est très bon dans son rôle, même si c'est un rôle qui n'est pas un rôle de star. Mais il est très bon. Eh bien, ma 5e stat du jour, moi, je suis obligé d'y aller, hein, si vu que tu n'y es pas y aller. Je vais y aller. 68. C'est le nombre de matchs joués par Kawhi. Exactement, le nombre de matchs joués par Kawhi Leonard. Donc on se dit, waouh, c'est beaucoup. Et en effet, c'est beaucoup. C'est la première fois depuis la saison 2017 qu'il fait autant de matchs. Donc la fameuse saison où il aurait dû être deuxième du MVP derrière James Harden. La saison. Oh là là, coup dur. Je peux pas m'empêcher quand on rentre dans le podcast. Mais non, vous savez, la saison Spurs avec la blessure Zaza Pachulia, voilà, la saison magnifique de Kawhi 2017. Et donc c'est la première fois qu'il joue autant de matchs. Même si, bon, petite nuance, parce que 2020, il est pas particulièrement blessé, mais la saison est écourtée, 2021 aussi. La saison est plus courte que d'habitude. Mais bref, donc c'est voilà, ça fait quand même un gros nombre de matchs. Mais en phase de 68, qui est beaucoup, il y a aussi 2. Mais c'est son nombre de matchs en play-off. Et je pense qu'on est un peu obligé d'en parler, puisque c'est la fin d'une ère, ça y est, c'est la fin de l'ère Kawhi et Paul George. Je pense que beaucoup de monde vont retenir, et toi, je sais pas trop ton avis, je crois que tu es un peu sévère aussi. Beaucoup de monde va retenir un peu cette ère comme un échec. Et je peux comprendre, hein. Pour ce côté, ça n'a pas donné le résultat, c'est un échec par définition. Et va aussi retenir beaucoup un côté, les Clippers d'habitude, t'as de l'espoir et puis ça choke, et puis ils sont jamais là, et puis t'as de l'espoir en novembre, et puis ou en février, comme on a dit tout à l'heure, mais pas en juin, alors qu'on les attend en juin. Chaque année, nous, les hipsters tactiques ou autres, on est là, ouais, les Clippers, ils vont être là en finale, et ils sont jamais, etc. Je pense que beaucoup de monde va retenir ça. Moi, personnellement, si tu me poses la question dans 20 ans, la première chose que je vais évoquer, c'est les blessures, en fait. Et notamment la blessure de Kawhi. Parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut occulter le fait que Kawhi a été blessé sur littéralement tous les rounds de playoff, hormis 2020, en fait. 2020, ok, première année, ils arrivent, échec. Ok, ils sont remontés 3-1 dans la bulle. Bon, on pourrait mettre des nuances du genre, dans la bulle, contexte particulier, ou alors... encore mieux que cet argument que j'aime pas trop, mais surtout, le vestiaire, c'était catastrophique parce que Lou Williams et Montrezl, ils sont arrivés un an plus tôt, donc ils pensaient que c'était eux les tauliers, Patrick Beverley aussi. Le vestiaire, catastrophe. Mais ok. 2020, échec. Ensuite, 2021, ils sont favoris. On attend la finale logique, hein, Brooklyn contre Clippers. Et Kawhi se blesse contre Utah, je crois. Il se blesse pendant le round de playoff. Voilà, c'est mort. Plus de Kawhi. Ok, il est pas là en 2021. Fin 21, pardon. 2022, il est pas là non plus. Il est toujours convalescent. Il joue pas du tout de l'année. Ok. 2023, il se blesse aussi en playoff, sachant que Paul George avait été blessé un peu avant. Mais voilà, surtout Kawhi se blesse et il finit pas la série. C'est pour ça qu'on a eu Westbrook aussi au volume. Ok.
Et 2024, il est pas là non plus. Il fait 2 matchs, mais on sait bien qu'il est blessé depuis quelques semaines cette année là, et qu'il revient, mais voilà, c'est pas Kawhi. Donc en fait, on voit qu'il y a une campagne de playoff, une vraie campagne de playoff, 2020 qui a été un échec. Moi, je nuancerais un peu plus parce que le vestiaire c'était vraiment nul, le coach était vraiment nul, mais admettons c'est un échec. Mais est-ce que une campagne de playoff, ça suffit à dire pour que le cycle entier est un échec? Parce que, encore une fois, j'insiste, on n'a eu qu'une campagne de playoff. Et pour dire, Boston a eu besoin de 6, 7, 8 chances, je sais plus combien, pour finalement arriver au titre. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que toi t'en penses, mais j'avoue que moi je serais quand même beaucoup, beaucoup moins sévère que beaucoup de gens, pardon, parce que, non, en fait, il y a aussi l'élément blessure, dans le sens où on a eu qu'une seule campagne de playoff, quoi. On en avait un peu débattu sur Twitter, et je sais qu'on a des avis qui sont pas opposés, mais qui diffèrent, on va dire, sur certains points. Je pense que t'as plusieurs trucs. Sur la bulle, moi je suis sévère. Je suis très sévère sur eux, sur la bulle. Et pour moi, c'est justement ce côté où les blessures renforcent encore plus le sentiment d'échec qu'a été la bulle. C'est-à-dire que oui, le vestiaire, peut-être que le vestiaire était catastrophique, peut-être que Doc Rivers était un coach horrible, mais il mène de 17 points dans le game 5 contre Denver. Il mène de, 16 points dans le match 6 contre Denver, et il mène de 14 dans le match 7 face à Denver. C'est-à-dire que gâcher autant d'opportunités, pour moi, c'est vraiment un échec terrible. Et ça montre que quand tu as une opportunité, que tu as des joueurs en santé, même sur des joueurs du niveau de Kawhi Leonard et de Paul George, tu as intérêt à saisir cette opportunité parce que tu n'es pas sûr qu'elle se représente. Et on l'a vu, finalement, 5 années de ce duo, tu as eu une campagne de post-season où les deux terminent en pleine santé. C'est la campagne de post-season où ils ont raté. Attends, juste, Constant, juste pour dire, je suis d'accord, je te le compte, 2020, je te le compte. Cela dit, Constant, Denver, 2020, c'est quoi la fois d'après, après 2020, où ils ont été à 100% en état de santé, Denver? Ah ouais, c'est quand ils sont champions. C'est voilà. 2023. Donc c'était pas non plus n'importe qui, Denver. Mais non, je te le compte. Okay. L'effectif était pas le même, celui de la bulle. L'axe c'était le même, mais t'avais pas Aaron Gordon, t'avais pas KCP, t'avais PJ Dozier qui était un joueur de rotation durant les buts. Mais non, je pense que sur 2021, il manque vraiment de chance parce que je crois qu'on l'avait déjà dit l'an dernier, mais effectivement c'était une équipe très solide. Après, là où je suis un peu plus sévère que toi, je pense, c'est sur l'aspect blessure, c'est après 2022, donc après les croisés. Tu peux pas t'attendre à avoir une saison complète de Kawhi en santé. Je pense qu'ils se sont un peu trop entêtés, c'est-à-dire que la blessure, lorsqu'elle arrive en 2021, bon, c'est comme ça. Kawhi, il y a une saison quasi blanche. Il y a une saison de load management, on va dire, du côté de Toronto, mais au moins pour les campagnes de playoff, il était en santé. Ok, là, pour le coup, c'est un coup de malchance. Pour les saisons d'après, je suis un peu plus sévère en disant, oui, mais bon, tu vois, Kawhi a joué 2 matchs de playoff cette saison, mais comme il en a joué 2 matchs la saison précédente, quoi. Donc, sur la seconde partie du duo, je suis un peu plus sévère de dire, oui, mais bon, c'est triste, mais c'est logique, parce que ça fait depuis 2020 que Kawhi n'a pas fini une campagne de post-season. Je pense que si on fait ça c'est un épisode entier, je pense, sur le sujet, mais si on fait la rétrospective complète de ces 5 années, t'as une scission qui se fait au moment de la blessure de Kawhi. Et je pense que après, ils ont peut-être espéré un peu trop, naïvement même, je vais dire naïvement, que Kawhi soit capable d'enchaîner les matchs. Et parfois, ils se sont dit, on va essayer de ménager Kawhi comme sur la 2022-2023 pour l'avoir en santé en playoff, et ça leur a coûté du seeding en saison régulière. Je comprends. Monsieur le juge, une objection. Cela dit. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aime bien refaire la chronologie aussi. Et ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je vais vous vendre. Hein. Mais pour moi, le côté... il y a parfois aussi un côté trop sévère. Alors, toi, non. Mais comme tu viens de le présenter, je suis à peu près d'accord. Mais parfois, certains exagèrent un peu dans ce côté. Ouais, mais tu construis avec des mecs qui sont injury prone. En même temps, le côté, tu fais qu'une seule campagne de playoff en santé. Pardon, j'ai pas le mot en français, c'est moche, mais sans être blessé, pardon. En même temps, tu peux t'y attendre quand tu construis avec des mecs injury prone. Là, je trouve que c'est un peu sévère. Parce que si on fait la chronologie, été 2019, tu assembles ce duo, t'as un mec qui sort d'une campagne où tout le monde le voyait top 3 MVP, donc Paul George, OKC, et un autre qui, littéralement, à la fin des playoffs, on le traite de nouveau Michael Jordan.
Voilà. Donc, Bien sûr. littéralement. Ça, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et surtout, en fait, aucun des deux, à l'été 2019, n'est injury prone. Les deux ont manqué une saison complète. Paul George, parce que blessure très grave à la jambe, mais paradoxalement, ça a bien pété et à un endroit où tu peux revenir plus facilement que si des blessures chroniques aux chevilles, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, Paul George, une année loupée parce que blessure à la jambe. Et Kawhi, c'était la fameuse saison bizarre 2018. Lui, c'était justement un peu la cheville, mais c'était les Spurs, les histoires bizarres avec les Spurs. Bref, c'était très bizarre. Mais à part ça, aucun des deux n'est injury prone. 2020, pas de blessure. Ok, échec sportif comme on a dit, mais là je fais un peu le côté blessure. 2021, la blessure arrive. Bon, là, c'est pas de chance. Mais je veux dire, c'est quand même la première blessure un peu majeure qui pour moi, Zaza Pachulia, la cheville, voilà, ça compte pas trop, quoi. Enfin, c'est un mec qui met son pied sous la cheville. Bon, bref. 2021, ok, première grosse blessure. Je comprends que les Clippers se disent, il s'est blessé, on attend, quoi. 2022, il joue pas. Il n'est pas encore revenu. Pour moi, 2022, c'est un peu tôt pour dire il faut tout faire péter. C'est juste que le mec s'est fait une blessure très grave au genou. Il met un an à revenir. On n'a pas d'ambition pour 2022. On va pas rusher, on va pas accélérer, en français, son retour. Voilà, ok. 2023, après son année blanche post-blessure, parce que la blessure arrive au mauvais moment, elle arrive en play-off, donc tu manques littéralement toute l'année d'après. 2023, il joue beaucoup. Il est très bon. Et en effet, il se blesse à la fin. Il se blesse en play-off. Et pour moi, 2023, c'est en effet peut-être le premier moment où tu te dis c'est pas qu'une grosse blessure. Peut-être qu'il faudrait éventuellement penser à changer le projet, etc. Mais pour moi, tu vois, c'est le début où ça devient acceptable. Et même pour moi, si l'an dernier, donc en 2023, ils avaient fait ça, j'aurais peut-être dit c'est quand même un peu tôt, quoi. Mais là, ok, donc 2023 c'est passé, et 2024 de rebelote, et là on a bien compris. Là, je veux bien comprendre le côté récurrence. Là, enfin, il y a des récurrences, mais tu vois, je sais pas si tu achètes un peu mon côté chronologie, mais si tu veux, tu as la blessure 2021, 2022, il revient. Bon, voilà, 2023, enfin, il joue bien. Ça me paraissait un peu tôt quand même pour dire, il aurait fallu que dès le début, dès la moitié de ses 5 ans, on passe à autre chose. Dans les faits, non, t'as ta star, t'attends qu'elle revienne de blessure, en fait. Ouais, après, je pondérais pour moi, c'est à partir vraiment de 2022 parce que sur la saison sans Kawhi, Paul George joue 31 matchs aussi sur 82. C'est vrai. Et sur Kawhi, on en avait parlé, je crois, l'an dernier. Kawhi, il est très fort sur la seconde partie de saison. La 2022-2023. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, je crois que c'est aux 2 tiers de la saison, donc à partir de 55 matchs. Je crois que Kawhi a joué 50% des matchs. Il y a un moment, il doit être à 28 matchs joués sur 54 joués par les Clippers sur la saison régulière. Il fait le premier match de la saison contre les Lakers, tu sais, il fait 20 matchs. Ouais. Premier match de la saison contre les Lakers, il fait 20 minutes, on dit, mais c'est qui, lui? C'est pas Kawhi, quoi. Ouais. Et après, il y a une grosse période où il est absent, et il me semble, on le revoit pas avant début décembre, et même décembre, il est load management sur les back-to-back, etc., etc. Et là, il commençait déjà à y avoir certaines formes de frustration, que ce soit de la fanbase ou que ce soit un petit peu de la vie globale NBA sur la disponibilité de Kawhi. Donc, après, c'est la rechute, entre guillemets. C'est la seconde partie de saison 2023, il est énorme, incroyable. C'était, il me semble qu'il était premier à l'EFG en pull-up, Oui. que ce soit à 2 ou à 3 points. C'était exceptionnel. Il se reblesse derrière. Donc ouais, pour moi, vraiment, comme j'ai dit, sur la 2019-2020 ou sur la 2020-2021, en termes de blessures, je suis complètement d'accord. À partir de 2021-2022, t'as Kawhi qui sort des croisés, t'as Paul George qui loupe 60% de la saison. Je dis pas qu'il fallait tout exploser, parce que de toute façon, quand tu envoies tous tes pics de draft, tu es obligé, entre guillemets, de conserver l'effectif tel quel. T'es obligé d'aller jusqu'au bout du raisonnement, et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec le trade pour James Harden, où ils envoyaient tout ce qui restait de tours de draft disponibles pour vraiment aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Donc ouais, c'est peut-être à partir de ce moment-là où je me dis, en tout cas, tu ne pouvais pas exploser le roster, mais tu pouvais pas t'attendre potentiellement à aller jusqu'au bout. Ou est-ce que ces deux joueurs-là restent en même temps en santé sur saison régulière plus playoff sur 80 matchs, quoi. On diffère de quelques mois, alors. Toi, tu dis dès peut-être 2023, fin 2023, la rechute, on peut se poser la question. Moi, j'aurais trouvé ça tôt, et je dis que s'ils avaient fait exploser le projet maintenant, été 2024, ça m'aurait pas choqué. Mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que le côté ils ont construit avec des injury prone, ça par contre c'est pas totalement vrai, je trouve. Et encore, le prix était cher, était très cher même à l'époque, mais je
pense que ça valait le coup. Et même encore aujourd'hui, moi, je le referai sans doute. Et bon, c'est aussi la valeur de la continuité. Hein. C'est que, tu vois, l'exemple de Boston, pour moi, c'est ça la valeur de la continuité. C'est qu'en fait, avoir un titre, c'est dur. Il peut se passer tellement de choses en termes de blessures, en termes de sportifs, de hasard, etc. Donc en fait, la valeur de la continuité, c'est que tu as plusieurs chances d'aller au bout, en fait. C'est ça, Boston. Ouais. Ils ont fini par y arriver parce qu'ils ont eu plusieurs chances de le faire. Et les Clippers, malheureusement, ils n'en ont eu qu'une. Mais bon, encore une fois, on se remet en 2019 et on te dit, tu vas voir, sur les 5 prochaines années, Kawhi, il va développer le passing, il va devenir un monstre. J'ai même pas dit mes stats sur Kawhi aujourd'hui, mais bref, il provoque moins de fautes qu'avant, mais il est toujours aussi efficace parce qu'en fait, il devient monstrueux sur le shot making. On te dit en 2019 tout ça, et on te dit, tu verras, tu n'auras qu'une seule campagne de playoff. Franchement, on est quand même dans du très très improbable. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, je te disais, quoique toi t'es pessimiste, mais j'allais dire si OKC sur les 5 prochaines années, en fait, bref, on va pas ouvrir ce dossier, Constant. Non, mais voilà, je voulais juste, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord sur les rechutes, etc. Et à quelques mois après, peut-être on aurait pu faire sauter le projet avant, etc. Juste pour dire, attention à pas exagérer parfois le côté, comme tu dis, révisionniste, historique peut-être sur ce côté injury prone, sur le côté voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une question de philosophie de toi et moi, je pense qu'on n'est pas trop sur ce côté la rings culture et un projet n'est validé que s'il y a absolument une bague et un joueur est nul s'il a pas de bague. Voilà, je pense qu'il y a aussi une différence de philosophie plus globale aussi là-dessus où voilà, la bague est important, c'est le but, mais c'est pas ça qui va définir si un joueur était bon ou pas ou si un projet valait le coup d'être fait ou pas, à mon sens. Mais c'est question de philosophie, je pense. Oui, et puis après sur le package, tu dis aux fans des Clippers à l'été 2019, en fait là le rookie que vous avez drafté il y a un an chez Gilgeous-Alexander, bon défenseur, un petit peu de tir en catch and shoot, un petit peu de passing. Dans 5 ans, ça va devenir un des 10, et encore 10, je suis large, un des 10 meilleurs joueurs NBA. Je pense qu'on te rigole très fort à la figure si tu dis ça. Donc, ouais. Tu pouvais pas deviner que chez Gilgeous-Alexander allait atteindre ce niveau. Tu pouvais pas deviner qu'avec les pics de draft, OKC allait drafter un joueur du calibre de Jalen Williams. C'est un trade. Honnêtement, sur les 30 franchises NBA, les 30 GM le font dans cette position-là, ce trade, et ils le font sans hésiter. Ouais. On est d'accord. Ma stat sur Kawhi, moi, c'est que un peu comme Westbrook, un peu comme Harden, c'est qu'il est au niveau moyen de NBA sur les lancers francs. Voilà, je le dis rapidement. Donc ça continue de baisser parce que dans son prime, on l'a connu à 150 de free throw rate plus, donc plus 50% par rapport à la moyenne qui est à 100, 150, 146, 136, 132, 120, et là enfin on est à 101. Donc on est à peine au niveau moyen de NBA, mais toujours aussi efficace, avec des efficacités d'élite. Et là, cette année, on a plus 8% par rapport à la moyenne au niveau du scoring individuel. C'est énorme. Et pourquoi ? Comment est-ce qu'il fait pour compenser ? En fait, c'est le shot-making qui s'est amélioré, quoi. Et c'est là encore où c'est frustrant, comme dit, c'est que, en plus, pour moi, la version Clippers de Kawhi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a développé le passing qu'il n'avait pas. Il a développé le shot-making sur vraiment la précision pure, quoi. Tu vois, au panier, il est extraordinaire, 74%, 44% sur les longs tirs à 2 points, même l'an dernier, 48%, 42% sur les 3 points, et ça fait plusieurs saisons qu'il est à 40%. Bref, c'est d'autant plus frustrant parce qu'on a un joueur offensif qui probablement un des meilleurs de NBA encore aujourd'hui. C'est juste qu'il n'est pas là en playoff, mais entre guillemets, c'est juste, quoi. c'est aussi le but, quoi. Et bon, bref, fin du projet. Ouais, en tout cas, réoutillage, entre guillemets, pour prendre un terme un peu à la mode, un petit peu réoutillage. Et tu vois, t'as parlé de la progression au playmaking. Moi, c'était une de mes déceptions, entre guillemets, c'est que avec l'arrivée de James Harden, t'as moins vu du coup le playmaking. Et même au global, je trouve que un petit peu comme LeBron, un petit peu comme James Harden, il influe sur le jeu, il afflue plus sur le jeu par séquence que sur l'intégralité d'un match, et j'ai l'impression que c'est une tendance qui se confirme de plus en plus d'année après année. C'est-à-dire que t'as des cartons où Kawhi est totalement transparent, il va pas tenter un seul tir. Par contre, t'as des moments où il prend totalement le jeu à son compte, et je trouve que c'est peut-être ça aussi qui pêche chez lui par rapport à d'autres superstars, entre guillemets, c'est que il a t'as des joueurs de gros volume qui ont un impact sur le jeu, on va dire, un peu plus linéaire sur la durée d'un match, là où je trouve que c'est assez ciblé sur des efforts très importants sur des courtes périodes. Et tu penses pas que, il a été prolongé, mais tu penses pas qu'on se dirige en fait vers un trade de Kawhi bientôt ? Parce que je sais pas un peu quel est l'objectif, mais tu vois, ils ont pas retenu Paul George, alors que pour aller au bout, je pense qu'il aurait fallu le garder, quoi. James Harden, il a une player option l'an prochain, donc ce qui veut dire que grosso modo il peut totalement être free agent l'an prochain.
À quel point il n'y a pas aussi peut-être un côté, bon, il a un gros contrat, il a un long contrat surtout. Bon, il y a le risque de blessure, mais au moins un long contrat, on peut le vendre plus cher qu'un contrat finissant. À quel point il n'y a pas aussi un objectif de, bon, allez, on laisse partir Paul George et puis dans 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, on rééchange Kawhi Leonard contre un paquet de pics parce que blessé, mais encore dans son prime. Et voilà, on va le vendre à Houston, on va le vendre à Miami ou n'importe où, et puis on va recommencer un cycle comme ça. Ça me paraît pas improbable, tu vois, comme manière de reset un peu un projet, c'est de pas attendre que la valeur s'efface et justement essayer d'échanger tant qu'il y a des années de contrat, quoi. Oui, ou alors tout ça, c'est un scénario qui est possible. Et aussi, pourquoi Paul George, ça a pêché du côté des Clippers, c'est effectivement la 4e année, mais aussi une autre clause que Paul George souhaitait un petit peu installer, parce que c'est le même management qui est actuellement en place du côté des Clippers que celui qui a échangé Blake Griffin 6 mois après l'avoir prolongé. Donc je peux comprendre que du côté de Paul George, on cherche à s'assurer une certaine stabilité dans le choix de ses franchises et dans le fait de pas pouvoir être tradé un peu n'importe où, n'importe quand. Mais t'as un deuxième scénario aussi qui me paraît un peu plus improbable, mais qui existe, où en fait les joueurs des Clippers sous contrat la saison prochaine, c'est Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. et c'est tout. La saison d'encore après, tu veux dire, hein, pas 25-26. Oui, pardon, excuse-moi, je lis de travers. Il y a la player option. Il y a la player option de Kawhi Leonard et il y a sous contrat de Norman Powell. Enfin bref, retenez qu'ils auront potentiellement une situation où ils seront en capacité de signer des free agents. Alors avoir la classe de free agent 2025, elle va pas encore être exceptionnelle, mais peut-être de dire, ok, on a fait une bonne saison sportivement, peut-être que, tu vois, je sais pas, imagine, je sais que ça va pas te plaire, mais imagine, je sais pas, un Brandon Ingram est sur le marché, peut-être qu'on va essayer de récupérer ce genre de free agent potentiellement pour essayer peut-être de prolonger le cycle autour de Kawhi. Ouais. Ou un Chatham Green ou un mec comme ça, quoi, potentiellement. Ah non, ils sont pas free agent. Pas free agent, ça marche pas. Je te laisse placer, on a fini de 5 chacun, mais t'avais 2-3 stats en plus, c'est ça, des joueurs dont tu voulais discuter un peu. Ouais, j'avais une petite stat, et là, pour le coup, je vais faire appel à ta science et à ta culture des joueurs. C'est 75 et 40%. C'est le pourcentage de réussite près du cercle d'Amir Coffey et son pourcentage de réussite à 3 points. Chez les joueurs à plus de 1000 minutes, ils sont 6. Bon, alors le volume est pas le même. Hein. Il y a KD, Rui Hachimura, Al Horford, Jalen Smith, Obi Toppin et Amir Coffey. Et Amir Coffey, je trouve que c'est un joueur qu'on avait vu un peu sur la saison justement sans Kawhi, mais vraiment par séquence assez peu utilisé. Et il a un peu pris le rôle qu'aurait dû potentiellement avoir PJ Tucker, c'est-à-dire d'ailier un peu polyvalent, qui a peu de responsabilités en attaque, mais que tu peux utiliser pour sa polyvalence défensive, pour sa taille, qui est capable de sanctionner dans les corners à 3 points, qui est un gros finisseur près du cercle, ce qui n'est pas le cas de PJ Tucker, mais un peu dans ce rôle-là. Je pense que c'est un joueur qui sera peut-être un petit peu barré au niveau de son temps de jeu par l'arrivée d'un Derrick Jones Jr., par l'arrivée de plusieurs ailiers du côté des Clippers, mais moi je trouve que c'est vraiment un role player assez intéressant, voire même très intéressant s'il arrive à conserver l'efficacité, notamment à 3 points. Et voilà, moi, j'essayais de trouver à quel joueur il me fait penser, et j'avoue que mes ressources sur ça et mon imagination est assez limitée. Mais du coup, toi, je te pose la question, vers quel type de profil, tu vois, vers quel rôle il pourrait un petit peu se diriger Amir Coffey, parce que je pense que c'est vraiment un joueur utile dans une rotation d'équipe compétitive. Je sais pas à qui il pourrait ressembler, mais je sais que la liste que tu as donnée, elle ressemble absolument à rien. Attends, Kevin Durant, Al Horford, Obi Toppin, Hachimura. Jalen Smith, Obi Toppin, Hachimura. Voilà. Trouver le point commun. Ah oui, j'ai trouvé, il y en a pas. Mais non, mais alors Amir Coffey, je me souviens de lui parce que je me souviens que quand on préparait nos previews pour la saison 2019-2020, je faisais déjà des blagues. Ouais, il est très fort. Coffey, fort, vous avez compris. Il est fort de Coffey, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais non, mais à l'époque, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a 5 ans, c'était un peu une blague. C'est un mec qui sortait, non drafté ou alors drafté tard, je sais plus, non drafté. Mais voilà, enfin c'était n'importe qui à part un jeu de mots pour moi. Et en fait, il y a 2 ans, je l'ai mis dans ma All Hipster Team. Donc clairement, dans ce côté des joueurs sur lesquels je parie un peu, qui n'ont rien fait, mais qui ont des qualités. Et je suis très content parce que pourquoi j'avais parié sur lui il y a 2 ans pour la 2022, c'est pour l'équipe 2022, donc pour 2023, c'est parce qu'il avait passé la saison 2022 avec Paul George qui a fait 30 matchs et Kawhi qui en avait fait 0. Il avait eu beaucoup de temps de jeu et il a montré que pour moi c'était un 3&D très largement correct en fait. Alors peut-être pas élite,
peut-être même pas 8 sur 10 en défense, mais un petit 6 ou 7 sur 10, vraiment compétent en défense, plus 3 points et un peu de pull-up parfois, tu sais, quand le drive pas impactant, mais je peux aller un peu autour du panier, et puis j'ai le petit pull-up quoi autour. Et j'ai été un peu déçu l'an dernier où le temps de jeu avait un peu chuté, mais de manière logique. Et je suis content qu'enfin, là, il a 26 ans et il s'affirme un peu comme un vrai 3&D dans un effectif compétitif. Donc c'est effectivement, j'en ai pas parlé, c'est bien que t'en parles. C'est, je trouve, la première vraie saison d'Amir Coffey dans un vrai rôle avec un vrai niveau de jeu. Et ouais, pour moi, on a dans ce profil de 3&D très, pour le coup, assez classique. C'est-à-dire, je peux pas trop aller au panier, j'ai pas trop cet impact sur drive, mais le 3 points, s'il se confirme, c'est bien. Après, le volume a pas l'air top 1 non plus à 3 points. Il y a pas un côté spontané. Je crois que de mémoire, quand je l'avais étudié et que j'en parlais, l'historique de shooter était pas fabuleux non plus en NCAA ou autre. Mais voilà, c'est une des très bonnes satisfactions de la saison et qui, je pense aussi à, tu vois, tu parlais d'Eric John Jr., à voir qui aura des minutes parce que John Jr. n'a pas de shoot. Mais en tout cas, cette année, en 2024, Coffey a pris les minutes, notamment de PJ Tucker, parce que Tucker est sans doute encore meilleur en défense, même à son âge, mais sauf que c'est pas viable du tout en attaque. Donc Coffey en a profité un peu cette année, et ouais, je suis assez content, très content de son émergence. Mais voilà, c'était pour faire un petit shout-out ou un petit coucou à Amir Coffey que j'aime bien. Alors, il passe après la grande rétrospective du projet des Clippers, donc forcément, c'est un peu coucou, je suis là. Mais voilà, je voulais le citer parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il y a beaucoup de joueurs de rotation que j'apprécie du côté des Clippers et je trouvais que voilà, on parlait beaucoup avant le début de la saison de PJ Tucker, même de l'arrivée de Robert Covington, et je trouve qu'en fait, il aura gentiment pris toutes les minutes. Terrence Mann aussi, on n'a pas trop parlé de lui, que moi j'aime bien, qui a un peu souffert du côté Westbrook a un statut, donc parfois il a un certain temps de jeu, alors que Terrence Mann, je trouve, était un peu le mec qui pouvait coller un peu partout. En plus, il n'a pas de poste, quoi, donc il peut jouer littéralement avec n'importe qui, soit avec à la fois James Harden et Paul George, soit avec Kawhi et James Harden, etc. Quoi. Donc Terrence Mann, encore une grosse saison. Je pense qu'à 27 ans, malheureusement, on peut à peu près affirmer que le shoot sera jamais vraiment là. En tout cas, pas un haut volume et pas une haute efficacité à 3 points. C'est le seul truc qui est un peu dommage. Mais sinon, le profil est hyper intéressant. Mason Plumlee qui était par là aussi avec Daniel Tice. Bon, voilà, pas grand chose à dire. Bones Island. Ouais. Toujours pas fan, moi. Toujours pas fan. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis autant de tours de draft. C'était quoi? C'est 2 ou 3 tours de draft pour l'avoir? Deuxième tour de draft? Je comprends pas le projet. C'est possible. Mais voilà, je pense qu'on a parlé de tout le monde, à moins que tu veuilles parler de Xavier Moon, le petit neveu de Jamario Moon. Ah voilà, mais j'allais faire la blague, c'est vraiment fils d'eux en plus. C'est vraiment son neveu, je crois, ouais. Le fameux Jamario Moon. Son neveu, donc c'est pas allez voir les highlights sur YouTube, les plus. Le meilleur rebond de l'histoire. Tout à fait. Le meilleur rebond de l'histoire. Il n'y a pas mieux, Et donc, quand on atteint le point Xavier Moon, je pense qu'il est temps de conclure, Constant. Ça veut dire qu'on a parlé de tout le monde d'important. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour parler des Clippers, encore une fois. Merci à toi et puis au plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, pour nos amis donc des Clippers dont on discute assez longuement toute l'année, que ce soit sur l'hebdo pour parler des matchs, mais aussi voilà le côté star, le côté échec, toujours très authentifiant des Clippers dont on parle toute l'année. Bon, je sais pas trop où en est le projet, j'ai pas encore fait de podcast sur le trade de Paul George et autres, je sais pas. Il y a un effet sans doute un peu dommage de laisser partir une superstar, et je suis pas sûr que Harden puisse step up, mais on verra ça sur le bilan 2025. Peut-être même que dans le bilan 2025, on parlera du trade de Kawhi Leonard, je ne sais pas. En tout cas, voici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc, de notre côté, on va se retrouver la prochaine fois pour discuter des Philadelphia 76ers. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.